Et salut tout le monde. Si vous vous intéressez au monde de la cyber et de l'IT, il y a fort à parier que dans les 48 dernières heures, vous ayez vu passer des articles qui vous parlent d'attaques, de piratage ou de leaks de données. Bien souvent, les articles mettent l'accent sur l'origine de l'attaque, éventuellement les conséquences et surtout les impacts pour les utilisateurs. Mais il y a une partie du récit qu'on n'a que très rarement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les premières minutes ou les premières heures de l'attaque du côté de la victime? Comment les équipes internes ont réagi à cette agression? Est-ce qu'elles ont reçu de l'aide pour se défendre ou pour reconstruire? Et de la part de qui? Et ça tombe bien, ça sera le sujet de cet épisode. On vous embarque pour une petite découverte de la réponse à incident. Installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTalk. Bon, et bien messieurs, c'est parti. Partie 2. On va continuer à parler de forensique, mais cette fois-ci, on va rajouter une petite touche de réponse à incident. C'est la première fois qu'on parle de forensique sur la chaîne, ça c'est sûr. Mais encore plus de réponses à incident. On a très peu abordé le sujet. Ixno, pour commencer, déjà, la réponse à incident, qu'est-ce que c'est? Alors, la réponse à incident, effectivement, dans le domaine de la cybersécurité, c'est justement lié directement au processus d'une organisation pour détecter, en fait, on va dire des... non, je vais la refaire. C'est tout simplement, en fait, pour pouvoir détecter des cybermenaces ou des violations de sécurité ou cyberattaques. Pour faire vraiment très simple, c'est vraiment le but, en fait, donc d'où son nom, de répondre à un incident. Il y a eu un incident de sécurité, et ben on va répondre à cet incident, ni plus ni moins, d'où son nom, quoi. Voilà, il n'y a pas à aller très loin, en fait, c'est vraiment ça. Donc ça fait partie de l'analyse forensique, hein. On peut faire de l'analyse forensique sur plein de choses, encore une fois, hein, quelqu'un qui a perdu des données, on va essayer de les récupérer par le biais de l'analyse forensique, on va utiliser plein d'outils, même si personne ne connaît le terme ou autre. Et après, il y a eu un incident, on stoppe tout et on fait notre réponse. Donc le but, c'est d'aller répondre à cette problématique. Il y a eu un problème, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment dans ce cas-là. Ok. Et alors, quel est l'intérêt pour une entreprise? Est-ce qu'elle peut pas simplement aller porter plainte, comme tu disais tout à l'heure, restaurer ses sauvegardes et puis on roule, c'est parti. Alors si, bien sûr, déjà, dans tous les cas, moi je pousse, on va dire, les entreprises à aller déposer plainte, pour que le côté légal soit mis en place, et qu'ils puissent bénéficier, encore une fois, si possible, des assurances, ou des assurances cybersécurité. Derrière, après, la restauration de backup, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais, je pousse tout le monde, effectivement, à le faire. Et en général, quand il y a un dépôt de plainte, la réponse à incident est faite soit par des experts ou très souvent, parce que comme il y a un dépôt de plainte, c'est la gendarmerie qui prend le projet, enfin le sujet en main, donc c'est les gendarmes qui prennent le sujet et qui peuvent se faire accompagner par d'autres prestataires. Mais en général, quand il y a un dépôt de plainte, la gendarmerie intervient en priorité. Voilà. Qui eux ont toutes les connaissances nécessaires, entre guillemets, parce que ils ont déjà des juristes, ils ont déjà tout un tas de personnes compétentes dans tous les domaines, donc c'est, on va dire, plus rapide pour eux. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différents types d'attaques ou les différents types d'incidents auxquels tu peux être confronté quand tu fais de la réponse à incident? Donc DDoS, ransomware, etc. Et je t'ai vu hier ou aujourd'hui, je sais plus trop, en fait faire une petite précision à quelqu'un qui disait qu'il s'était fait hacker. Je crois je ne me souviens plus exactement de ta... Il s'est fait hacker et puis il s'est fait pirater. Exactement. Voilà, donc je vais commencer par la dernière question qui sera plus rapide. Encore une fois, c'est une question de... je suis très chipoteur sur les bords, c'est juste le terme. C'est-à-dire, je me suis fait hacker, et quand tu vois la première phrase, c'est je me suis fait hacker, avec des grosses têtes qui explosent. Et après, c'est bon, ce qui s'est passé, je vous explique, j'avais un site web, et puis on m'a chiffré mon CMS. Voilà, on m'a demandé le rançon. Donc là, en fait, tu t'es fait hacker, mais finalement, le hacker a fait ça dans un but malveillant, donc c'est un pirate, voilà, c'est du piratage informatique. Donc il s'est pas fait hacker, il s'est fait pirater. Il se serait fait hacker, je l'aurais hacké par exemple, j'aurais dit ok, t'as des failles, je serais allé le voir, t'as un gros problème ici, corrige-le rapidement, tiens, au pire, voilà un patch, tu peux le faire, y a aucun problème. Là, je l'ai hacké, et si on veut, c'est vraiment une histoire de terme, en fait, de définition. Mais ça, c'est juste mon côté, encore une fois, chipoteur qui peut déplaire des fois sur les réseaux, parce que des fois je me fais tacler aussi. Mais j'avoue aimer ça, en fait, parce que je veux juste que encore une fois, hein, la vérité soit dite, entre guillemets, hein. J'ai pas envie que tout soit déformé et que les futures personnes qui vont apprécier le métier d'expert cyber, que ce soit forensique, du pentest, de l'analyste ou ce qu'on veut, j'ai pas envie qu'ils arrivent avec tout un tas d'images qui sont déformées en fait en tête. Et l'informatique est déjà compliquée.
et il y en a qui essaient déjà de tout franciser par exemple, et ça c'est pas possible ça. Quand j'entends parler de rançongiciel, les malingiciels. Ouais, mais par exemple, tu vois, la dernière fois, j'ai un très très bon ami qui m'a montré un truc qui m'a vraiment fait rire. C'est quand j'entends rançongiciel, c'est moi qui ai envie de WannaCry. Voilà. L'image est juste bien faite, mais au bout d'un moment, en fait, on est dans un métier, effectivement, on essaie on est français, on parle français. J'aime beaucoup ma langue, mais il y a des mots, on peut pas quoi, on peut pas non plus tout franciser. Donc les termes sont là, on peut pas non plus dire tout et n'importe quoi, donc j'aime bien des fois préciser, quitte à passer pour un lourd sur LinkedIn ou autre, mais voilà, des fois je dis non. En fait, il y en a qui prennent méchamment, disent oh, t'as vu, il m'a taclé et tout en public. Non, faut pas prendre comme ça. C'est même si effectivement il y en a, je peux comprendre, ça peut être gênant, mais moi quand des fois on dit en public tiens t'as fait ça, des fois je suis le premier par exemple à faire une faute d'orthographe, on dit ah, attention là ton et il est pas bon, ok, j'accepte, je modifie, je remercie et c'est constructif. Mais voilà, bon après ça dépend des gens qui te prennent comme ça. Donc pour répondre à ta dernière question, c'était ça. Après, pour ta question précédente, c'était les grands types d'attaques ou d'incidents auxquels tu es confronté. Les grands types d'attaques, le ransomware déjà, ça c'est un des plus connus. Hein, on arrive, on n'a plus de PC, tout est chiffré. Ok, bon bah on va analyser. Et puis en général, t'as toujours le gars qui dit bon, comme tous mes postes sont verrouillés, j'en ai redémarré un pour voir ce qui se passait. Voilà. Puis après il te dit bah finalement j'ai redémarré l'AD. Non, je déconne, c'est pas vrai. Mais voilà, en gros on va essayer d'analyser tout ça déjà, donc on va faire toute une analyse en amont déjà, donc comment ils travaillent, on va essayer de comprendre comment ils travaillent, gérer la cellule de crise aussi, parce que bon, ça m'est déjà arrivé d'arriver aussi et je voyais tout le monde en train de courir, l'autre avec son café, oh j'en ai mis partout, parce que pose-toi, et puis 2 minutes, enfin voilà, il faut savoir gérer les choses proprement, ou on a aussi des gens qui font leur cellule de crise, comme on peut le voir, sans citer de nom d'entreprise, sur Teams, et les pirates s'en sont vantés sur Twitter. Voilà. Ça c'était juste incroyable de se dire non mais c'est cellules de crise, on se met autour d'une table, stylo, papier et puis voilà, on pose tout sur table. Il y a plus rien, il y a plus d'électronique, il y a plus d'informatique, il y a vraiment plus rien. Mais après voilà, c'est juste déjà on arrive en tant que dans la cellule de crise, gérer la cellule de crise c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire face. Quand on a un PDG qui vous dit qu'il perd plusieurs centaines de milliers d'euros voire des millions, tout de suite on sait que le gars va être tendu. Donc limite énervé, voire agressif, hein, pour des fois ça arrive. On entend des gens, ouais, non mais je m'en bats les couilles. Non, attends, s'il vous plaît, on arrive, on fait notre boulot. Voilà, on essaye. Donc il faut arriver à gérer tout ça. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'énervement des fois. Des fois, on peut être tenté à envoyer chez tout le monde, dire attends, je viens t'aider, voilà. Donc non, ça c'est à gérer. Donc la gestion de crise est vraiment quelque chose de très important. Puis après, les différents types d'attaques, effectivement, le ransomware, on le voit très souvent. L'attaque pas déni de service, on va le constater, parce qu'il y aura un déni de service, on va le voir. Et puis l'analyse va être assez rapide. Mais ça va dire le déni de service, que ce soit déni de service ou déni de service distribué. Déjà les attaques de type DOS aujourd'hui, ça arrive quasiment plus. Hein, on va dire le réseau est capable, les routeurs sont capables de l'absorber, la fibre aussi. Donc ça devient compliqué. Par contre, le déni de service distribué, là ça devient plus compliqué. Et puis quand ça arrive, on a une perte de service, mais il n'y a pas directement d'attaque. Entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas eu de compromission d'un système au-dessus sur le service, il ne répond plus. C'est comme si vous essayez d'appeler Pôle emploi, forcément vous allez tomber sur toutes nos lignes sont occupées. Voilà, c'est la même raison, tout le monde essaie d'appeler en même temps, on a le même problème. Donc ça c'est assez rapide à déterminer et à résoudre, entre guillemets. C'est long, on peut le résoudre, il y a quelques techniques, mais bon, ça passe pas tout le temps. Puis après on a les cas un peu plus on va dire un peu plus poussé, on va dire entre guillemets, ou un peu plus compliqué à détecter. Par exemple les fraudes au président, des fois il faut arriver à remonter les emails ou les SMS, ou on va dire les premiers contacts qu'il y a eu entre l'attaquant et la victime, et puis voilà, donc toutes les techniques, en fait, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, ça soit de la fraude au président, du ransomware, du déni de service, ou n'importe quel type d'attaque. Quelqu'un qui soit branché avec son sac USB parce que on se retrouve à l'accueil d'un magasin, puis en fait on a le port USB qui nous sourit juste derrière, personne elle se retourne prendre un sac, et bien voilà, ça peut être de tout et de rien. Bref, il y a un incident, on doit y répondre, et le but c'est d'arriver à collecter des preuves et de fournir un rapport bien sûr complet et détaillé. Donc quand j'ai détaillé, c'est vraiment détaillé, date et heure et limite seconde. Ça c'est quelque chose de très important, avec l'empreinte numérique des fichiers qui ont été récupérés avant et après analyse pour pouvoir faire les comparer, ainsi de suite. Donc on a vraiment un incident, on doit y répondre.
Voilà, c'est vraiment d'où le nom, quoi. Mais enfin, t'es appelé dans une entreprise parce qu'il y a eu un incident. Est-ce que tu as un protocole? Est-ce que tu as des procédures standards en fait quand tu arrives pour pouvoir déterminer déjà quel genre d'attaque tu dois gérer? Première chose, déjà, encore une fois, c'est on rentre en cellule de crise. Donc en fait, même si effectivement c'est tendu pour beaucoup de personnes, parce qu'on va se retrouver avec des dirigeants ou des personnes assez haut placées d'entreprise, ils vont être tendus, ils vont dire allez les gars, on y va, faut restaurer. Non, attendez, on se pose, on discute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu comme les policiers, il y a quelque chose, ils posent plein de questions, ils font leur enquête. Nous c'est pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Quand, comment? Quand est-ce que vous avez commencé à détecter le comportement anormal? Quand est-ce que vous avez eu ça? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé, qui ont bougé, qui vous ont, on va dire, perturbé? Est-ce que vous avez eu des appels suspects? Est-ce que vous avez des emails qui vous ont paru bizarres? Enfin, toutes ces questions-là, ces trucs tout bêtes, mais on a effectivement cette procédure on va dire classique de gestion de crise, et après on commence à analyser, et quand on nous dit bon bah oui on a tous les postes qui ont été chiffrés, on sait qu'on est type ransomware. Si on lui dit bah on n'a plus de réseau, on n'a plus rien, déni de service ou ainsi de suite, enfin plus de service, si on a un defacing, donc un défacement de site web, bah là encore une fois on va commencer à dire ok bon ça arrivait quand? Est-ce qu'il y a eu avant des perturbations? Est-ce que c'était inaccessible pendant quelques heures? Est-ce qu'il y a eu des ralentissements? On va poser plein de questions comme ça pour essayer de déterminer et de creuser un peu plus. En fait, c'est vraiment un oignon, et on va essayer de creuser chaque couche pour arriver au cœur et dire bon, c'est à quoi on a affaire, et maintenant on va faire notre analyse. Et c'est pas toujours facile. Parce que discuter avec des gens qui perdent beaucoup, et quand surtout c'est pas leur métier, ils sont là, on leur pose des questions des fois technique, il faut arriver à être le moins technique possible, mais on leur pose des questions techniques, mais il faut vraiment vulgariser le plus possible, et là en fait ils se disent je m'en fous en fait, et puis on voit que c'est pas leur priorité c'est que ça reparte, que la prod reparte, et c'est pas toujours facile à gérer, ça c'est difficile encore à faire comprendre à certaines personnes, mais on a besoin de ça pour que justement on puisse les faire partir rapidement. Encore une fois, il y a des règles à appliquer, voilà, faut faire les choses dans les règles, et on avance quoi. Ok. Alors avant de plonger dans le détail de la réponse, parce que là après ensuite on a un tunnel de questions, on a une question qui était assez intéressante sur l'interaction qu'on peut avoir avec la gendarmerie ou les forces de l'ordre en général. Est-ce que ça existe? Peut-être que ça fait écho au dernier Cybertalk quand on parlait avec Julien Métayer des enquêteurs privés. Est-ce que ça existe des boîtes privées assermentées par les forces de l'ordre, des boîtes qui peuvent assister les forces de l'ordre dans les enquêtes en faisant des analyses forensiques sur certains systèmes, ou est-ce que c'est vraiment séparé? Alors non, tu as des boîtes qui sont référencées, qui sont reconnues par les forces de l'ordre pour voilà, s'il y a besoin de soutien entre guillemets, ils peuvent les contacter, ils savent comment ils travaillent, c'est vraiment là c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'il y a de la connaissance derrière depuis très longtemps, il y a aussi des qualifications reconnues, voilà, en général ça c'est beaucoup de... Je te donne un exemple, beaucoup d'anciennes personnes très haut gradées, on va dire, dans certains domaines, qui veulent peut-être monter une boîte dans le privé, qui se disent tiens, nous on va faire de la cyber, et puis on va peut-être faire des choses avec eux, en collaboration, on est appelé, on est référencé parce qu'on se connaît, parce que pourquoi pas. Après, dans tous les cas, les forces de l'ordre, ils ont qu'un objectif, c'est de répondre à un incident, donc parfois ils n'ont pas le choix de faire appel à d'autres boîtes. Ce qui compte en fait, c'est de faire repartir l'entreprise le plus vite possible. Surtout, après, tout dépend aussi du niveau d'entreprise. Si on est sur une entreprise de type OIV, alors ça va être une catastrophe, là, voilà, ouais. Ça va être très spécifique. Si on est sur une OSE ou autre chose, encore une fois, mais tout dépend aussi du type d'entreprise. Enfin, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la réponse incident, la partie analyse forensique, toutes les missions sont différentes. Tout est vraiment différent. L'entreprise, la taille, le fonctionnement, tout est vraiment différent à chaque mission. Donc on va dire que on a des choses qu'on fait plus ou moins tout le temps, mais voilà, on essaie toujours de s'adapter un petit peu aux petites contraintes qu'on peut avoir. Donc effectivement le patron qui peut être très tendu parce qu'il a perdu beaucoup, ou le patron qui est colère parce qu'ils vont s'attaquer à lui et pas à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui comprend pas que oui mais la sécurité c'est important, donc on va leur dire mais attendez, vous avez acheté vos locaux, vous avez pris un extincteur, mais s'il y a le feu, on sait, c'est ancré. C'est comme acheter un antivirus, maintenant on achète un PC, c'est un antivirus, c'est obligatoire, parce que on parle ça là, parce que on parle plus du reste. Maintenant, on leur dit pas, la cybersécurité c'est important. C'est un peu comme une assurance en fait, j'aime bien dire ça à chaque fois, c'est tous les mois on paye une assurance voiture, et puis en fait, si on n'a rien pendant un an, on a perdu un an d'assurance. Mais le jour où on a un accident, on est content d'avoir l'assurance qui nous rembourse, qui nous paye, qui viennent chercher une voiture, qui nous en ramène une, qui nous en prête une, enfin bref, voilà, c'est ça. Il faut voir ça comme ça, il faut voir ça comme un investissement, la sécurité.
Et l'NC a une très belle phrase qui raconte à chaque fois, qui dit à chaque fois, c'est la question à se poser, c'est pas si on va se faire attaquer, c'est quand. Voilà, parce qu'on va tous se faire attaquer un jour ou l'autre. La question c'est de savoir si on est prêt à subir l'attaque, à amortir l'attaque ou pas. Ou est-ce qu'on sait qu'on va se faire démonter, l'infra va tomber, et si oui, on fait une analyse de risque, qu'est-ce que j'ai à perdre. Voilà. Et est-ce que je suis prêt à courir le risque si un jour ça arrive. Donc tout ça, il y a quand même du travail en amont en fait. L'analyse forensique, il y a vraiment en dernier, il y a tout un travail en amont, et si le travail est bien fait, en général, on n'a pas besoin d'aller jusqu'ici. Ou du moins aussi poussé. C'est-à-dire qu'on va faire une analyse pour fournir quelque chose, des preuves, mais on va pas aller aussi loin. C'est-à-dire que tout sera déjà, on va dire, on aura une bonne partie de fait, et ça sera très bien. Mais c'est pas souvent le cas. Quand tu arrives comme ça sur un incident dans une entreprise, il y a quoi comme priorité absolue? Tu as commencé à nous dire qu'effectivement tu rentres en cellule de crise, etc., avec les dirigeants de l'entreprise, les responsables, mais comment ça se passe? Alors si je devais, on va dire, énumérer chaque point, je dirais que le premier point, ça serait déjà de détecter l'incident. Le deuxième point, ça serait déjà de configurer, on va dire, configurer un canal de discussion avec l'équipe pour pouvoir discuter, on va dire, en toute sécurité. Voilà, comme déjà, on se met autour d'une table, on discute, on est enfermé dans une pièce, par exemple, et on ne discute pas sur Teams comme certains, où ça s'est vu. Après, c'est aussi d'évaluer l'impact. C'est-à-dire qu'on a un impact, l'impact financier, l'impact économique, l'impact sur l'image de l'entreprise, voilà, vraiment le niveau de gravité en général. Voilà. Est-ce que c'est très grave? Est-ce que c'est moins grave? Est-ce que c'est... Voilà, on analyse tout ça. Après, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, il faut quand même communiquer sur l'incident. C'est-à-dire qu'il faut déposer plainte, il faut contacter la CNIL. Il y a 72 heures quand même pour le faire, légalement. Donc après, ce qui veut dire que s'ils déposent plainte, c'est contacte la CNIL. En général, les clients sont informés, donc là, ils sont pas toujours très contents, mais bon, il y en a qui le font parce que c'est la loi, puis on se dit, ouais, mais si on peut éviter ça, ça serait bien. Si on peut attendre un peu, enfin, bref, non. Ça, c'est, voilà, pas possible normalement. Et après, bien sûr, c'est de faire intervenir les intervenants pour pouvoir faire ça, faire l'analyse. Et bien sûr, après, donc, tu as les rôles de toute la partie réponse à incident. Et puis, une fois que tu as trouvé l'incident, que tu es capable, le but c'est de résoudre l'incident et de clore l'incident, entre guillemets. Mais bien sûr, tout ça, ça se fait en plusieurs étapes. Et ça se fait, on va dire, sur du long terme, quoi. Parce que je switch aussi sur mon PDF avec mes notes à chaque fois parce que j'ai pris plein de notes avec les questions que vous m'avez déjà envoyées, donc j'essaie de switcher pour pas redire toujours la même chose, et comme j'avais pris quelques notes, je voulais aussi réciter mes étapes. T'inquiète, pas de soucis. Juste, t'as dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant, mais t'es passé un petit peu vite dessus. T'as dit il faut qu'on puisse communiquer en sécurité, donc pas sur Teams avec les canaux habituels. C'est quoi le danger de rester sur les canaux habituels et quel est le risque en fait? Si je compare avec l'entreprise qui s'est fait attaquer il y a quelques temps, ils ont dit on va rentrer en cellule de crise et ils sont restés sur Teams. Sauf que les attaquants avaient déjà la main sur le système d'information et ils ont pu prendre des captures d'écran et suivre en fait en temps réel la cellule de crise et dire on va faire ci, on va faire ça, puis ils avaient toujours un coup d'avance parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire. Ah tiens, dans une heure on fait ci, puis après on fait ça. Donc, et ils se sont vantés sur Teams, ils se sont vantés sur Twitter, et il y a eu une image de marque horrible. Parce que c'est quand même déjà de se faire attaquer, c'est pas une très bonne image, et de deux en plus il se faisait narguer, quoi. Clairement c'était ça. Donc voilà, vraiment on coupe tout ce qu'on utilisait on arrête, et idéalement le top du top c'est de se mettre autour d'une table et papier, stylo, et on dit voilà, on en est où et qu'est-ce qu'on fait. Et là on commence à discuter comment on peut on va dire répondre à cet incident. Et puis il y a tout le process en fait sur la réponse à incident. C'est pas juste du forensique pur technique, on a vraiment tout un process complet de la réponse incident. On accompagne vraiment l'entreprise attaquée du début à la fin, et on intervient jusqu'au moment où on dit c'est bon, c'est clos, et là ils sont repartis et on arrête là. Et justement, l'analyse forensique qui est technique, c'est ça. Quand t'arrives et que tu te retrouves en fait autour d'une table avec le patron énervé, la blue team qui est un petit peu en porte-à-faux, ce genre de choses, mais pour toi c'est quoi le plus dur en fait à gérer? Est-ce que ça va être ce côté humain, ou est-ce que ça va être vraiment ce qui va venir derrière, le côté technique? Pour moi c'est le côté humain en fait qui va alors pour ma part, parce que je suis comme ça, c'est mon caractère. Quand je vois, moi je viens aider une entreprise, et si déjà l'entreprise se clash entre elles, voilà, c'est leur problème. Par contre, moi qui viennent commencer à s'énerver après moi, parce que non, des fois ça m'est déjà arrivé une fois, de dire attendez, si vous êtes pas content, je m'en vais, quoi.
parce que voilà, je suis comme ça et je sais que c'est un défaut aussi que je dois justement arriver à dire attends, je sais que voilà, il est en mauvaise posture, il est en mauvaise phase et tout, c'est pas bien. Là, ça peut être compliqué. Ça, je suis totalement d'accord. Mais voilà, après, il faut aussi se mettre dans la place de la personne qui vient vous aider. C'est comme si demain vous aviez un problème avec quelqu'un dans la rue, vous appelez la police et vous en prenez au policier. Ouais, vous êtes venu trop tard, machin, ou ainsi de suite. On le voit ça tous les jours, mais il faut aussi se dire que ces personnes s'est déplacées pour t'aider. Donc, il faut prendre les bonnes choses. La personne, enfin, l'attaque de défense. Alors, on peut pas dire qu'elle a mal fait son travail parce que, enfin, oui et non, ça veut dire que c'est assez compliqué, on peut pas dire à quelqu'un qu'il a mal fait son travail. Après, la question c'est aussi est-ce que l'entreprise a donné assez de moyens pour que le travail soit bien fait. S'ils arrivent avec 2 cacahuètes à l'année pour sécuriser toute une infra, c'est compliqué. On a beau dire il y a de l'open source, moi qui suis fan de l'open source, au bout d'un moment, on est limité, il faut des serveurs, il faut de la compétence humaine, il faut voilà. Donc on peut pas tout miser. Et des fois, il y a des entreprises qui disent bah moi, je suis pas fan de l'open source, je veux acheter du sur mesure parce que c'est rapide, c'est simple. Pourquoi pas? Ça me va aussi. Il y a pas de, j'ai aucun souci sur ça. Mais par contre, voilà, on peut pas non plus tout mettre sur la faute de l'administrateur, comme je l'ai déjà vu très souvent où le directeur se lâche mais directement sur le gars en disant ouais t'as fait de la merde et tout. Non, on peut pas. Enfin, ce monsieur, son boulot, c'est de faire de maintenir une infrastructure sécurisée et à jour et fonctionnelle. Si par contre, bah, il a zéro moyen pour bosser, c'est pas possible, quoi. Donc il y a vraiment tout un tas de choses qui m'agacent sur ce côté-là, c'est ça en fait. Et c'est là où faut que moi, j'arrive aussi à prendre sur moi des fois, à dire attends, c'est pas grave, je comprends. Donc des fois, en fait, je vois que c'est tendu. Et puis des fois, ça se passe très bien où les patrons nous remercient en disant ouais, vous êtes venus, c'est superbe, vous êtes venus rapidement, on va pouvoir répondre. Donc voilà, on se met autour d'une table et puis voilà, papier crayon quoi. C'est-à-dire que on se pose, on met les téléphones dans une boîte, vraiment, on est complètement isolé quoi. On se met dans une sorte de cage de Faraday. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. On dit voilà, vous mettez tout ça là, on attend, vous éteignez, on laisse ça sur le coin, enfin en dehors de la salle, on rentre et puis on discute. Et on dit voilà, puis on commence à parler vraiment de ce qui s'est passé. C'est la question développement personnel de la soirée, hein. Parce que du coup, comment tu fais pour gérer ce stress et comment tu fais pour garder ton calme en fait. T'arrives dans une boîte, tu viens pour les aider, le patron il se lâche sur toi, il se lâche sur le SI, il se lâche sur tout le monde. Moi je suis un nouveau venu en fait dans l'analyse forensique. Je me retrouve sur une mission comme ça, comment je fais pour gérer ça? Alors c'est un défaut que j'essaie d'améliorer et en fait là je vais remercier quand même effectivement mes collègues qui me donnent toujours en fait qui me donnent les bons mots en fait. C'est-à-dire que j'arrive des fois, je me suis fait démolir et tout alors que j'ai fait mon boulot et mes collègues me disent mais c'est pas grave. Enfin, il y a toujours en fait un mot réconfortant et j'arrive toujours finalement ça prend le dessus et je me dis bon finalement c'est vrai que t'as raison, c'est pas grave monsieur, voilà elle était comme ça, bon. Et puis au fur et à mesure en fait je prends beaucoup de recul sur ça et quelqu'un qui ça m'est arrivé il y a pas longtemps, quelqu'un qui arrivait qui était vraiment très énervé, bah j'étais comme ça et j'attendais et au final en fait on arrive avec du recul et on va dire c'est vraiment du recul et de la pratique, hein. Je veux dire, quand on commence à prendre 3, 4, 5 tacles et qu'on se dit mais c'est pour moi ça en fait, non, le monsieur il est juste énervé et c'est pas vraiment directement pour toi, je l'ai pris pour moi et puis en fait voilà. Et non ça finalement j'ai la chance d'avoir effectivement voilà des collègues qui sont là et qui sont toujours en train de me dire c'est pas grave, t'en prendras d'autres, faut juste bien réagir, voilà, et garder son sang-froid. Donc j'essaie de garder mon sang-froid le plus possible. Moi j'ai même mon petit frère qui me dit viens faire du sport avec moi et tout, ça va te faire du bien. Voilà, quand on voit mon corps on voit que je suis pas un sportif, mais effectivement voilà, c'est chacun fait un peu ce qu'il peut pour décompresser. Moi pour décompresser effectivement là je vais me balader, je profite avec ma famille, voilà, j'essaie de sortir un peu aussi de l'informatique par moment, même si je passe beaucoup trop de temps sur l'ordinateur, ça c'est vrai, mais j'essaie quand même de sortir par moment et puis se décompresser en fait, tout simplement, relâcher un peu la soupape et dire bon c'est pas, voilà, il l'a pris comme ça puis à la fin ça passe, parce que ça c'était pas comme ça au début, puis maintenant je me dis bon voilà, j'ai l'habitude, je sais qu'au pire il va être énervé ou sinon ça va bien se passer. Puis des fois on leur donne des conseils pour dire faut faire comme ça, puis t'as mes supports pour dire rentre en cellule de crise, alors je garde mon téléphone avec moi puis je note tout sur mon PC, hein. Non, en fait non, t'as pas compris, ton PC il est verrouillé, ta tablette, ton téléphone, tu mets tout sur le côté. Ah non, je rentre pas, bah vous rentrez pas. Ah je suis patron, ah, bah tu restes dehors, je suis désolé, c'est comme ça. Donc des fois en fait on est obligé, enfin ça m'a très rarement, mais ça peut arriver de tenir tête et de dire non mais en fait est-ce que t'as compris où est-ce que, enfin, où on était là, je suis pas venu pour rien. Donc on essaye de, puis bon,
à la fin ça passe. Donc finalement tu dis je viens juste t'aider, si t'as pas envie d'être aidé, m'appelle pas quoi. Mais dans l'ensemble ça se passe dans 80% des cas ça se passe très bien. Il y a vraiment un pourcentage de chance où tu tombes sur les personnes qui effectivement qui sont énervées, ce qui est normal, après ce qui est compréhensible, il faut juste arriver à prendre du recul effectivement. Pour revenir un peu plus sur de la technique, tout à l'heure tu nous avais dit on arrache le câble RJ45 avec les dents. Non, pas avec les dents, faites pas ça. On n'éteint pas les postes, etc. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? En gros, qu'est-ce qu'on isole? Qu'est-ce qu'on doit protéger? Qu'est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on déconnecte? Qu'est-ce qu'on ne touche surtout pas? On va faire simple. Tu déconnectes le réseau. Et tu touches à rien. Donc, genre le routeur, la distrib, t'enlèves. Tu enlèves, t'as ton ordinateur, tu coupes le réseau. C'est la seule chose qu'il faut faire. Après, on ne touche à rien. Dire si par exemple on a un message avec tous vos fichiers ont été chiffrés, ok, je débranche le réseau, j'arrache le câble, je coupe le wifi, je me mets en mode avion, je fais ce que je veux. Je touche à rien, je verrouille pas la session, je n'arrive pas le message, je n'arrive pas la clé USB. Je ne restaure pas les backups, du moins pas tout de suite. On fait vraiment les choses bien. Et puis on avance quoi. Mais la seule chose à faire réellement, c'est de dire on déconnecte le réseau, on isole la machine du réseau. De toute façon, une machine sans réseau, voilà, c'est très compliqué d'attaquer quoi. Sinon, il faut être physiquement devant. Mais si je touche à rien, ma session va se fermer. Ça dépend comment t'es configuré. Mais en fait, même si ta session se ferme, dans tous les cas, on va avoir un ou deux logs. Mais normalement, ça se ferme pas comme ça. Ok. Voilà. Sauf si c'est paramétré. C'est déjà arrivé, on arrive sur un PC, ah bah il s'est verrouillé tout seul. Bon, on arrive et on sait que il y a eu la phase de déconnexion et la phase de connexion. Mais là, dans ce cas-là, on pourra le prendre en compte. L'analyse pourra le prendre en compte, dire bah tiens, à telle date, telle heure, il y a eu une déconnexion. Enfin, une reconnexion, donc potentiellement, juste avant la connexion, il y avait un log de déconnexion et on pourra faire le lien entre les deux. Mais si vous commencez à faire tant de choses et que ça brouille les pistes, l'analyste va dire bah oui, mais voilà, que si on a. C'est pareil, quand on branche une clé USB par un gros disque dur pour pouvoir faire nos dumps, par exemple, bah on sait qu'on va le brancher, ça va générer du bruit puisqu'on a branché le disque, mais on sait à quelle heure on le branche, on sait à quelle heure on fait le dump, on sait à quelle heure, voilà. Donc tout ça c'est noté, ça permet d'être pris en compte, parce qu'il faut aussi qu'on puisse travailler quoi. Est-ce que t'as pas des cas quand même qui sont où t'es forcément piégé? Je m'explique. Là, tu nous parles d'un PC, on va dire isolé, plutôt un poste utilisateur, mais ça peut être un serveur aussi. Imaginons, on t'appelle parce que je sais pas, moi, t'as le serveur mail de la boîte qui a déclenché un ransomware ou autre, mais t'es dans un environnement. Je sais pas, avec un SAN par exemple qui est branché en fibre optique, etc. T'as tout qui est virtualisé, t'as des réseaux virtuels dans tous les sens. Enfin, on n'est pas sur une infra, tu vois, avec un PC, un câble branché derrière, tout est virtualisé et mêlé. Comment ça se passe? Parce que si tu débranches le réseau, bah, tu peux débrancher des disques, tu peux éteindre des trucs que tu veux pas. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des pièges un peu comme ça? Bah, si, bien sûr, il y a des pièges. C'est pour ça que quand on dit on débranche le poste, c'est le poste. Le but en fait, c'est de débrancher le poste. Même si vous dites on débranche tout le poste, mais le cœur de réseau, voilà, en général, on ne touche pas. C'est vraiment on débrancher le posteur qui a un comportement normal, pouf, on le déconnecte. C'est vraiment, on s'arrête là. On prévient l'équipe informatique. J'ai cliqué sur un lien bizarre, j'ai téléchargé une pièce jointe, voilà. Il y a mes icônes qui bougent, ma souris qui bouge. Enfin, il peut y avoir plein d'actions. Pourquoi pas, mais bien sûr on préconise effectivement que ce soit sur les PC. Après sur l'infra en temps normal, on touche pas non plus trop à l'infra, c'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de tout déconnecter. Quand on dit on déconnecte le poste, c'est le poste utilisateur bien sûr. Après il y a vraiment, si c'est un cas extrême voilà, où on dit tiens on déconnecte tout, comme c'est arrivé il y a plusieurs années à un parc des expos dans un pays voilà, enfin bref, parc des expos, et ils se sont fait attaquer, voilà, par un autre état, et puis il arrive et dit non, on coupe tous les liens. Et puis ils sont arrivés, ils ont coupé les liens, et puis voilà, là c'était cas d'extrême urgence. Mais dans l'ensemble, non, on déconnecte juste les postes. Okay. Et après, on intervient dans tous les cas. Si le poste est déconnecté, même s'il a réussi à se propager, on déconnecte les postes, on essaie de déconnecter si possible. Enfin, c'est assez délicat, en fait, parce que quand c'est un ransomware, en général, dans tous les cas, les ransomware d'aujourd'hui, on a beau tout déconnecter, c'est trop tard, c'est fini, c'est fait. Après, on a le petit malware qui va peut-être essayer de se propager, fait par un amateur, et puis voilà, pourquoi pas. Mais encore une fois, tous les cas sont différents, les entreprises sont différentes, donc l'analyse se fait un peu après, je dirais sur site quoi. Mais en général, il est déjà trop tard. Déjà, même quand on arrive, même déjà quand tu t'en aperçois, il est déjà trop tard. Tu vois, en fait, moi j'ai un truc en tête, ça remonte un peu, mais j'avais écouté l'épisode des Darknet Diaries sur NotPetya, où il te parle de l'attaque, alors supposée russe sur l'Ukraine.
Et il parle justement de la propagation de NotPetya dans le pays. Et en fait, alors si je me souviens bien, c'est tout le secteur médical en fait. Je crois que c'était le ministre de cette partie-là qui avait à un moment demandé, ou je sais pas, le DSI de cette partie-là, qui avait demandé de couper en fait le système de santé du réseau du pays. Et en partie, c'est ça qui avait sauvé, tu vois, leur système de santé, hein, tout simplement, leur poste du Viper qui était en train de tout péter. Moi j'imagine, tu vois, quand tu réponds à des incidents, bon là c'était forcément cataclysmique comme événement, mais peut-être à des choses un peu plus contenues comme type d'attaque, ça doit être extrêmement dur d'arriver, tu vois, en salle de crise ou quoi, et de dire à ton client ou à ton patron, bah écoute, non, faut que tu coupes ta prod en gros pour sauver une partie de ta boîte. Ça me semble très extrême comme discussion. C'est extrême, mais des fois t'as pas le choix. Encore une fois, tout dépend des cas, mais il y a des fois tu n'as pas le choix du tout fait de dire tu coupes tout. Enfin, j'ai pas d'image, on va dire, à proposer par rapport à ça. Je peux pas trouver une alternative autre, mais effectivement, oui, on arrive, on dit on coupe tout, et puis des fois t'as pas le choix. Des fois c'est bon, on va pouvoir sauver, des fois on va pouvoir faire plein de choses. Donc encore une fois, tout dépend comment est configuré le réseau. Là ça dépend. En fait, on arrive un peu sur site. Oui, alors est-ce que ce réseau est-ce qu'il est segmenté, est-ce qu'il est bien segmenté, est-ce qu'il est protégé, est-ce qu'il y a de la redondance, est-ce qu'il y a on sait pas. Donc comme on sait pas en amont, on dit bon voilà, déjà on déconnecte le poste s'il y a un comportement normal. Déjà c'est la première étape. Après, si dans tous les cas on déconnecte le poste et que le malware se propage, c'est qu'il est déjà trop tard, et que bon, dans tous les cas, même si on aurait tout coupé, en général le malware est déjà dessus. Ça parle de déconnecter les sauvegardes, ouais, c'est quelque chose qui est envisageable. Alors déconnecter sauvegarde, déjà une sauvegarde connectée, il faut éviter, parce que bon, on le voit très souvent, hein, des gens qui, ça je l'ai déjà vu en analyste, on analyse une infra, puis on dit oui, où sont vos sauvegardes? Ah bah elles sont sur le serveur qui est là-bas. Ok. C'est quoi? C'est du Vim. Ok, donc Vim Backup, parfait. Elle dit je l'ai mis sur Windows Server. Ok. Par contre, on a déployé le Windows Server, donc qui était dans la D. Bon. Voilà quoi. C'est-à-dire. Et quand tu regardes le gars, il y avait quoi? Golden Ticket par exemple, et puis tu dis il a accès à tout. Il va quoi? Il voit Backup est servi. Bon, bah, le Graal, tu lui donnes toutes les infos. Let's go. Donc non, avoir encore une fois, les sauvegardes, hein, c'est 3-2-1, donc 3 sauvegardes. Enfin, on est vraiment sur ça, 3 sauvegardes. On a vraiment 3 sauvegardes. 2 externes et une. Enfin, une. Non, attends, c'est. Oh, je suis fatigué ce soir. 3 sauvegardes sur 2 supports, dont 1 externe, c'est ça. Excusez-moi, du coup, la fatigue qui arrive. Mais idéalement, c'est quelque chose que nous, par exemple, on refuse de faire chez Zen, c'est que on a un serveur de sauvegarde. En fait, le serveur de sauvegarde passe tout simplement par SSH. Fait que c'est le serveur qui se connecte sur les machines clientes pour récupérer la donnée. Voilà, juste par SSH. Donc finalement, il y a une connexion SSH, il récupère l'info, puis il s'en va. Donc derrière, si le serveur se fait attaquer, il n'y a pas de lien directement avec le serveur de backup. Voilà. Ça, c'est des solutions. Par exemple, Proxmox le fait. Si on a des Proxmox serveurs et des Proxmox backup serveurs, on configure le Proxmox backup server pour aller chercher via SSH. Donc, plus le tunnel sera chiffré, donc les données sur le réseau sont irrécupérables. Et on peut chiffrer les backups derrière en plus. Enfin, ça marche très très bien. Voilà, il faut vraiment avoir une bonne solution de sauvegarde et pas tout sauvegarder directement sur un serveur et faire confiance à un seul unique serveur qui est connecté. On voit très souvent des gens qui disent ouais, tiens, j'ai sauvegardé, c'est parti, j'ai un agent sur le poste et l'agent il a tout poussé sur le serveur. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le serveur qui va venir chercher l'info. C'est pas ton agent qui pousse, alors que le serveur est toujours open. C'est-à-dire que une personne qui est connectée, il y a un flux, un tunnel qui est ouvert et puis on peut passer. Donc il faut faire attention aussi aux outils qu'on utilise sur la sauvegarde. Donc j'ai rien contre Vim Backup, attention. C'est juste de dire aussi quand on a une infra, on met pas le serveur de backup dans la D, on l'appelle pas backup serveur. Enfin, on essaie de donner le moins d'infos possible à l'attaquant. En fait, il faut arriver à faire ça. On vient de perdre Nubosaurus, attends. Ouais. On va faire une pause. Désolé, j'ai ma chienne qui est passée dans les fils. Incroyable. Merci. Donc, non, voilà, après, bon, il y a ce souci-là aussi sur les sortes de backup, très souvent. Donc, c'est l'image qui arrive très souvent. Mon infra a craché, où sont les sauvegardes sur le serveur qui a craché? Bon, ok, non, c'est pas bon. Donc, vraiment, externaliser ça, c'est quelque chose de très important. Et faire des bonnes sauvegardes dans les règles de l'art, encore une fois. Et d'avoir les bons réflexes, de dire qu'aujourd'hui c'est plus
à l'ancienne dans les années 2000 où on avait un agent qui poussait ça sur un serveur, ou des fois on en voit qui monte un lecteur partagé, et tiens il est sur le lecteur Z, tu pousses tout, avec un petit script ou une GPO, parce que non, parce que si ton PC il est connecté, il va chiffrer tous tes lecteurs, et puis non, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'est des choses qui arrivent, qu'on voit encore aujourd'hui malheureusement en 2023, même en pentest, pour du pivot, ça c'est... On voit des choses des fois, tout est poussé sur un truc, machin, bref. Voilà, mais non, on fait des sauvegardes dans les règles de l'art, donc sauvegarde déconnectée sur plusieurs copies, dont une vraiment hors ligne, quoi. Concrètement, t'arrives dans une boîte et en fait c'est une attaque par ransomware. Comment ça se passe? C'est quoi le protocole pour ça? Alors déjà, protocole, c'est ransomware. Donc déjà, pareil, on se pose autour d'une table, on dit voilà, quand est-ce que vous avez commencé à détecter les symptômes de ce ransomware? Est-ce que vous avez tout de suite un truc, tout a été chiffré? Est-ce qu'il y a une semaine, 2 semaines, un mois? Est-ce que vous avez des mails? Est-ce que vous avez des ralentissements? Est-ce que vous avez des choses bizarres, étranges qui sont arrivées sur l'infra? Ou en général, quand l'administrateur il surveille un peu son infra, il dit bah oui, on a eu peut-être quelques connexions, peut-être qu'on n'a rien eu, on n'a rien vu, ça dépend vraiment de l'attaque. Ça c'est voilà, on se pose, on détermine encore une fois d'où ça vient, on détermine vraiment comment ça s'est passé, comment ils ont réagi et voilà comment on va le faire. Après on parle donc les sauvegardes, est-ce qu'il y a des sauvegardes? S'il y a des sauvegardes, éventuellement on espère qu'on peut mettre ça en place sur un PCA ou un PRA comme on veut. On sauvegarde, on essaie de repartir sur une infra déconnectée. Ça c'est voilà, on monte une infra qui est complètement déconnectée et si ça arrive, on a la même infra et on repart sur une infra. Bon, ça coûte de l'argent mais c'est aussi des bonnes pratiques dans des grosses entreprises. Et après, dans ces cas-là, on essaie d'y remédier, savoir voilà, comment vous allez réagir, est-ce que vous avez mis en place, est-ce que vous avez déjà un processus de mise à jour, est-ce que vous avez automatique, est-ce que vous avez des antivirus à jour, est-ce que vous avez des EDR, voilà, quelles sont vos technologies, vos outils de sécurité, et puis après on avance, on cause, jusqu'au moment où on arrive à trouver. Alors des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas, on n'arrive pas à trouver, mais on arrive à trouver le point d'entrée, on dit voilà tiens le malware il est entré là, parce qu'on a fait voilà, après on a fait notre analyse forensique et on vient, on dit bon finalement on a réussi à trouver, on clôt l'incident. Mais on clôt l'incident en général très longtemps après, on est reparti, il n'y a plus une trace et en général quand il y a une attaque de type ransomware, voilà, la solution on va dire simple c'est on réinstalle tout quoi. Donc il y en a qui vont dire ouais mais on peut restaurer, mais sur restore des backups voilà, c'est un peu qui tout double et tu en as quelques-uns qui disent non on ne s'embête pas, on restaure tout. Donc là t'as des informaticiens qui travaillent très dur pour tout restaurer, pour tout remettre au propre. Ça arrive, donc tout dépend encore une fois de l'entreprise en question et de l'attaque en question et on va dire de ce qui en découle derrière, donc l'image de marque, l'argent. Voilà. Si c'est un hôpital par exemple, on peut pas laisser les gens sans respirateur, sans pompe à l'insuline, sans tout ça. Là on est sur quelque chose de très, très compliqué. Donc il faut réagir vite et réagir bien. Alors, t'as parlé tout à l'heure, par exemple, quand tu étais dans la réunion, dans la cellule de crise, en fait, de laisser le téléphone portable sur le côté, la tablette, ordi, etc. Mais toi, concrètement aussi, pareil, quand tu vas faire ton analyse forensique, est-ce que tu as un besoin d'être discret? Parce que si t'es pas discret, tu risques, je sais pas, d'amplifier une attaque ou de donner des informations à l'attaquant. Est-ce que tu as cette nécessité, toi aussi, d'être discret? Tout dépend où on se situe dans l'analyse. C'est-à-dire que quand on analyse forensique, personne nous appelle et dit oui, j'ai l'impression que c'est bizarre, je me suis peut-être fait attaquer, on intervient, et là en fait on va intervenir, on va prendre des pincettes vraiment pour y aller. C'est-à-dire que si c'est vraiment fait attaquer et l'attaquant sait qu'on l'a détecté, potentiellement il déploie la charge et puis ransomware et c'est tout. S'il est encore sur l'exfiltration de données ou autre, on ne sait pas vraiment où il en est, s'il est en train de regarder un peu l'info, s'il est sur le parc depuis combien de temps il est sur le parc ou autre. Donc là on essaie de rester discret parce qu'on ne sait pas encore où on met les pieds. Par contre si on sait que le mal est fait et que le ransomware a décalé, est chargé, on arrive, on fait le dump et puis plus besoin d'être discret parce que l'attaquant sait très bien qu'on va répondre à cet incident. Là, il n'y a pas besoin d'être discret. Par contre, effectivement, encore une fois, s'il y a besoin, oui, on doit être discret par moment. Parce que si l'attaquant sait qu'on est à ses trousses ou qu'on l'a potentiellement détecté, il va dire attends, avant qu'il me vire ou qu'il me coupe l'accès, hop, ransomware et puis débrouillez-vous. Voilà. Donc effectivement, par moment, on doit être assez discret. On a déjà vu des attaques qui se faisaient en plusieurs étapes, c'est-à-dire que tu as un attaquant qui va arriver, lancer un gros DDoS sur une boîte pour essayer de camoufler par exemple une intrusion. Pour polluer des logs, peu importe, foutre la panique ou autre. Est-ce que tu as déjà vu constater ce genre de cas-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est courant ou est-ce que c'est trop évolué? Ça le fait marrer en tout cas. Ouais, ça a l'air. Ça me fait marrer parce que bon, je vais pas citer de nom comme ça sera discret, mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps effectivement.
lors d'une mission où on a fait notre test d'intrusion. Moi, on était mandaté pour faire un test d'intrusion. Et en fait, pendant le bruit qu'on a généré du test d'intrusion, en fait, les attaquants ont attaqué l'entreprise. L'entreprise a dit ouais, vous avez attaqué. Bon, ça nous a remonté un peu aux oreilles en disant mais non, c'est pas nous, on a fait les choses correctement. Et bon, ça s'est bien terminé effectivement, mais ils se sont fait attaquer en fait au même moment. Donc oui, c'est des choses qui arrivent, et encore une fois très souvent parce qu'il y a du bruit, donc ils profitent de ce bruit pour crier. Hein, c'est un peu comme dans les manifestations où il y a 5000 personnes et puis on a quelqu'un qui va jeter une pierre sur un policier. C'était qui? Tu l'as vu? Il est là, il est noyé dans la masse. Donc c'est pareil, noyé dans la masse de log ou dans le bruit qu'on génère, la personne, enfin l'attaquant, peut potentiellement aussi en profiter pour lancer des actions malveillantes pour dire oh, ils verront rien. Et puisque l'attaquant en général il voit aussi qu'on attaque. Parce que lui il est en général plus informé que l'informaticien lui-même. Donc il voit aussi ce qui se passe. Et bon oui, ça arrive très souvent. À tous les coups, pas forcément, mais ça peut arriver et ça m'est déjà arrivé. Ok. C'est pour ça que ça m'a fait sourire, parce que voilà, c'était assez intéressant en soi, parce que ça nous a permis de réagir aussi rapidement. On est reparti quand même, quand on a su ça, c'est peut-être nous, on s'est quand même remis en question, on s'est même dit c'est pas possible. De toute façon, on s'est fait pawn et puis on s'est posé plein de questions, on était nous-mêmes en cellule de crise limite, on a tout vérifié, on s'est mis off une journée, on a dit on arrête tout, c'est bon. Et en fait, bon non, ça veut dire juste que voilà, il y avait, bon bref, pas de débat sur ça après, parce que en direct, mais voilà, ça s'est bien terminé en tout cas. Mais oui, ça arrive. On a vu une question passer que je trouve intéressante, donc on va un peu la reprendre. Ça parle des boîtes qui sont prêtes à payer pour ce genre d'événement. Alors, je pense que la question était orientée pour les ransomware, mais j'ai envie de transformer un peu la question. Quand tu as ce genre d'événement, tu vois, tu te fais ransommer tout ton parc, par exemple, le chef d'entreprise se retrouve avec une décision. Il peut donc soit payer, soit louer les services d'une entreprise, comme la tienne par exemple, pour faire sa réponse à incident, reconstruire, etc. Déjà, est-ce que la question se pose, tu vois, de payer la rançon ou pas? Est-ce que t'as déjà vu ça, des boîtes qui se sont dit non mais en fait la réponse à incident et reconstruire ça coûte trop cher, donc je paye la rançon? Et est-ce qu'il y a un danger, comme ça a été dit, que les gars ils payent une fois, ça se passe bien, mais du coup t'as un autre groupe, un autre gang ransomware qui revient et qui les repone le mois d'après? Alors, ça c'est une question qui se pose, et même les gens, la gendarmerie le dit. Effectivement, tout le monde déjà pense à payer. C'est-à-dire que quand on arrive, qu'on se dit voilà, je perds, j'ai une bêtise, 1 million par jour, et qu'on me dit tu me donnes 100 000, bon, la question elle se pose même pas. C'est-à-dire que je paye, et puis potentiellement la victime se dit je paye, et puis je suis tranquille. Donc en général, ça arrive des fois, on peut payer. Donc là, on peut même faire appel à des négociateurs. Donc des gens qui vont essayer ils vont discuter en rentrant en contact avec les attaquants, négocier le prix, négocier que voilà, ils déchiffrent bien les fichiers. Ou des fois ils ont même des morceaux de fichiers pour dire t'as vu, on les a bien récupérés, tu les as. Donc oui, ça c'est, il y a des négociateurs qui permettent effectivement ce genre de, c'est vraiment un métier aussi à part, de négocier ce genre de choses. Puis on a les entreprises qui disent oui, on va payer parce qu'on perd trop, puis il y en a qui disent non, on paye pas. Ce n'est pas conseillé de payer parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de récupérer nos fichiers. Mais voilà, on peut pas se mentir, il y en a quand même qui payent. Mais c'est un peu un problème aussi, c'est-à-dire que s'ils payent, ils ont peut-être pas, on va dire, ils vont peut-être pas récupérer leurs données à 100%, ça c'est la première chose. Et de deux, effectivement, ils vont arriver sur la liste des bons payeurs. Donc la liste des bons payeurs, c'est une liste, en fait, tiens, lui il a payé, attaque-le. Nous on l'attaque plus, nous, t'inquiète pas, on a promis, entre guillemets, ils vont dire qu'ils sont d'une certaine éthique, ils vont dire ça, on va dire promis on vous attaque plus, mais par contre ils vont fournir ça à quelqu'un d'autre qui dit tiens, si tu les attaques, tu me donnes X% par exemple, enfin c'est un business énorme, mais voilà, donc effectivement la question en fait pour moi c'est de ne pas payer, et que s'ils sont prêts à payer 100 000 euros pour des attaquants, vaut mieux payer 100 000 euros une boîte de cyber pour dire attends, on va d'abord venir auditer et vous donner des bons conseils pour durcir votre infrastructure et faire en sorte que ça n'arrive pas, plutôt que de payer 100 000 euros de rançon, de peut-être pas récupérer vos données ou de les récupérer puis de se refaire peau d'un autre jour, voilà. Et puis d'avoir une image de marque qui est dégradée parce que la société X s'est fait attaquer, d'avoir peut-être des problèmes aussi, on peut avoir aussi des personnes qui psychologiquement vont être dire tiens c'est ma faute, c'est moi qui ai cliqué sur le bouton, voilà, il peut y avoir des dépressions, ça peut aller assez loin quand même malgré tout, psychologiquement les gens vont dire mais c'est de ma faute et tout, donc ça peut être très dur. Donc finalement s'ils sont prêts à payer la rançon,
faut pas s'embêter, payer directement une boîte de cyber et ça coûtera beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. S'ils sont prêts à mettre 100 000 €, moi, je refais un pack ultra gold de la totale, ben voilà quoi. Mais c'est pour ça que vaut mieux anticiper les choses. C'est encore une fois le même principe qu'une assurance. On paye une assurance tous les mois, on paye, on va dire, peut-être 40, 50, 60 € d'assurance. Et puis on se dit, bon, s'il m'arrive quelque chose, je suis couvert à 100%. Par contre, si j'ai pas d'assurance et que je tue quelqu'un, bah voilà, je paye toute ma vie et c'est foutu. Donc le principe est là, est-ce que tu es prêt à payer toute ta vie pour dire j'ai tué quelqu'un, ou est-ce que tu es dit, bon, je vais payer tous les mois, puis si je tue quelqu'un, malheureusement, bah, peut-être que je serai couvert. C'est un peu dégueulasse de dire ça, mais ça marche comme ça. Donc moi je déconseille de payer, et si les entreprises ils disent non t'inquiète pas on va payer, autant payer une boîte de cyber pour faire le taf en amont, et on est tranquille. Après encore une fois on a la fameuse image du budget, hein, c'est avant l'attaque on n'a pas de budget, puis après l'attaque on a le budget. Forcément ça c'est toujours vu, c'est toujours d'actualité. Cependant, avec la nouvelle loi LOPMI, en fait, s'ils payent et qu'ils ont porté plainte dans les 48 heures, potentiellement ils sont remboursés du paiement de la rançon par les assurances, quoi. Oui et non. Enfin, ils sont remboursés, oui et non. En fait, aujourd'hui, la loi interdit quand même le paiement. Et derrière, en fait, si on fait ça, nous, en tant que Français, les pirates vont venir à dire ah, venez voir les Français, de toute façon, t'inquiète pas, ils sont toujours remboursés. Enfin, c'est facile, en fait. Moi, dans ces cas-là, je peux aller dans les pays où je serai tranquille. J'attaque que les Français. Hein. Je dis oh, t'inquiète pas, ils seront remboursés. Hein. Et puis en plus, je suis couvert. Donc, je me ferai jamais. Voilà, le pays ne collabore pas avec la France, donc je serai tranquille. Donc, pour moi, c'est un peu comme la loi LOPMI, quoi. Elle est là, mais elle sert à rien. Mais parce après, que c'est mon avis personnel. La loi LOPMI, elle n'a pas été votée encore. C'est juste un projet de loi ou elle a été... Je sais pas ça, en fait. Mais alors encore une fois, côté juridique, je suis pas vraiment très calé. Mais je sais même pas si c'était voté en vrai. Parce que si c'est coup, voté, ça lève l'interdiction des rançons, en fait. Hein. C'est la loi LOPMI, c'était le but, en fait, lever l'interdiction des rançons par les sociétés, et c'était sous condition de porter plainte dans les 48 heures, et dans ces cas-là, ils pouvaient être remboursés par les assurances. Et d'avoir une assurance cyber. Oui, tout à fait. Une assurance cyber, pas une assurance. Donc ça, les assurances cyber, on en a encore aussi, on en a de plus en plus, hein, d'ailleurs. Mais alors je sais pas si elle a été votée ou pas, mais pour moi, dans tous les cas, la seule condition, c'est ne payez pas, en fait. Ne payez pas, et même si ça doit faire mal, bah en fait, payez avant, en fait, anticipez. C'est juste le problème, il est là. Mais bon, après, c'est compliqué. En général, tant qu'il n'y a pas de problème, ça marche. Et puis, c'est pourquoi moi et pas les autres? Pourquoi viendrait attaquer quelqu'un? Enfin, on a toujours 1000 excuses voilà, jusqu'au jour où on se dit ah, ça va tomber dessus et c'est moche. Mais non, pour moi, faut pas payer en fait. Et donc, la loi est passée. Hein, la loi est passée le 24 janvier. D'accord, la loi est passée. Bah, c'est. Ouais, pour moi, faites rembourser une entreprise qui paye une rançon, c'est juste, on va se faire assassiner par tout le monde, dire ah, vous inquiétez pas, les Français ils payent en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire que moi je paye dans n'importe quel pays, je dis oh, attaquez les Français, vous inquiétez pas, ils paieront tous. Parce que maintenant ils seront protégés, ils sont couverts par l'État. Et l'État va payer, ils vont rembourser. Donc on peut attaquer tout le monde, c'est open bar. Donc c'est un peu dommage. Ah, ça peut être dangereux. Okay. Ça peut être très dangereux, effectivement. Vu de l'extérieur du pays, ça peut être très dangereux. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte à donner de l'argent à tout le monde, quoi. C'est-à-dire, au pire, les boîtes ne sauraient plus, elles vont même plus sur l'état sécurisé. Si elles sont piratées, bon, je serai remboursé, t'inquiète pas, je paye, et puis je serai remboursé. Et puis l'État français dire ah, bah t'inquiète pas, on rembourse. Et puis finalement, les pirates vont dire ah, j'en ai plein les poches et c'est bon. C'est pas forcément la meilleure des solutions. Tu parlais d'assurance cyber là juste à l'instant, je trouve ça assez intéressant et on a une question je pense qui va un peu dans ce sens-là. Comment ça marche ce genre d'assurance? Est-ce que tu es obligé de produire des preuves que tu as mis les moyens en œuvre qu'il fallait pour te défendre, etc. Parce que les assurances, très souvent ça marche comme ça, tu es obligé de prouver que tu as fait ce qui était en ton pouvoir pour te défendre, mais que tu as quand même été confronté à un événement qui t'a mis dans la sauce, hein, n'est-ce pas, et que tu vas te faire rembourser. Et est-ce que du coup, il y a peut-être des contre-expertises ou autres qui vont aller vérifier que l'entreprise en question a bien fait son taf? Est-ce qu'on peut se servir de l'analyse forensique pour aller faire ça? Alors, encore une fois, tout dépend des contrats d'assurance cyber, mais dans l'ensemble, oui, c'est prouvé qu'on a déjà un minimum de sécurité. Et derrière, être appuyé d'un expert analyste forensique. L'expert en analyse forensique va arriver, il va faire un constat, dire voilà, il s'est passé ça. Et dans ces cas-là, si ça rentre dans les clauses, encore une fois, les assurances, on sait très bien qu'il y a toujours des petits astérix qui disent mais sauf dans la clause, machin. Et bon, il faut que ça rentre dans les clauses, mais oui, dans tous les cas, il faut quand même avoir
quelque chose en amont. Et en plus, les assurances cyber donnent quand même aussi des adresses, des entreprises qui sont reconnues pour les accompagner, puissant pour éviter que ça arrive. Le but aussi des assurances, c'est de ne pas payer. Donc, vaut mieux que l'entreprise paye un expert à côté et qu'il soit accompagné par un expert, et le sens dit je suis juste là au cas où. Donc, encore une fois, le but d'assurance, c'est d'empocher de l'argent et de ne pas en donner. Donc, ils vont aussi donner des listes d'entreprises ou des personnes référentes pour pouvoir faire des audits en amont. Ouais, Donc, mais tout dépend du contrat. Du coup, a posteriori, tu penses que c'est possible qu'une assurance mandate un analyste forensique pour aller enquêter sur la boîte pour qu'ils prouvent en gros qu'ils ont fait n'importe quoi, tu vois. Je sais pas, ils vont regarder les logs et ils vont dire ah oui, non, mais en fait, vous faites attaquer tous les 4 matins, jusqu'ici vous avez eu chaud, mais là. Bien sûr, oui, c'est possible. Donc, encore une fois, après, tout dépend s'il y a eu un dépôt de plainte, s'il y a eu. Tout dépend en fait où on en est, on va dire, dans l'attaque. Voilà, à quelle étape d'attaque on est. Mais oui, c'est forcément possible. Il y a encore une question dans le chat, c'est Warthog. Qui pose c'est Warthog et qui pose une question intéressante en fait, qui demande si tu as déjà pu mettre la main et faire un petit peu de forensique sur des logiciels qui déchiffraient en fait les ransomware, c'est-à-dire une société s'est fait pawn, ils se sont fait chiffrer toutes leurs données, ils ont payé et puis ils ont eu leur petit logiciel de déchiffrement qui est envoyé. Est-ce que tu as déjà pu mettre la main là-dessus? Est-ce que tu as pu faire une petite enquête là? Alors, oui, alors c'est déjà arrivé une seule fois. J'ai vu ça une seule fois dans ma carrière où il y a eu un. Alors c'est un exécutable, hein, on l'envoie, ici on a une belle console, petite invite de commande qui apparaît et qui commence à tout déchiffrer, ainsi de suite. La question c'est de savoir comment ça fonctionnait, est-ce que c'est le chiffrement symétrique, donc la clé était forcément dedans, puis en fait on se rend compte que y a une paire de clés qui est générée pour chaque client. Donc en fait la clé elle est là pour ce client-là, mais elle ne servira pas pour quelqu'un d'autre. Donc, au final, le programme il est parti, en fait ce qu'il avait juste à faire c'était régénérer la clé. En fait, il est renvoyé la clé sur un fichier classique et cette clé dans le dossier temporaire, il redéchiffrait les fichiers. Et je te parle de ça il y a très longtemps. Donc aujourd'hui, ça se trouve, c'est même plus le cas. Peut-être que ça fonctionne différemment. Je te parle de ça, c'était dans les tout débuts de carrière dans le domaine de la cyber. J'étais encore tout jeune pentester. Encore, j'étais à peine pentester, je crois. C'était vraiment les toutes premières missions que j'ai faites. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et même l'analyse, je ne l'ai pas fait tout seul. J'ai été accompagné de bout en bout et j'ai participé à cette analyse légèrement, mais je l'ai vu qu'une seule fois. Et aujourd'hui, voilà, il y a une attaque, un client, une paire de clés, et puis tu déchiffres et tu déchiffreras pas l'autre, quoi. C'est le but d'ailleurs. Ok. Et par exemple, si tu es sur une réponse à incident et tu es confronté à une attaque, mais tu n'as absolument aucune idée parce que tu n'as jamais vu ce genre d'attaque auparavant, comment tu réagis ce genre de choses? Est-ce que tu as du temps de R&D, de ce genre de choses Comment ça se passe? Alors, soit je vais leur dire qu'il me faut du temps pour l'analyser, mais là encore une fois, le temps c'est de l'argent, donc ils risquent d'appeler quelqu'un d'autre, un second expert pour faire l'analyse. Mais en vrai, je dirais que ce serait intéressant, confronté à quelque chose que je ne connais pas ou que j'ai jamais vu. Donc oui, clairement ça serait intéressant, mais après je pense que dans tous les cas, si je leur dis oui, il me faut 2 semaines pour analyser, pour creuser et autres, ils vont dire non mais tu moques de moi. Donc voilà. Puis en général, quand ce sont des grosses entreprises, on n'est jamais tout seul. Donc il y a plusieurs analystes qui viennent, qui se parlent même pas en fait, qui sont dans des pièces différentes. Et après on compare les rapports et ils disent voilà, tiens lui c'était comme ça, lui aussi. Bon finalement ils ont tous les 3 raisons par exemple. Donc voilà, ils ont confronté les rapports, ils ont la même conclusion, donc voilà, 3 experts qui ont la même conclusion qui ne sont pas concertés, potentiellement c'est la même chose. Mais du temps de R&D, non, c'est pour ça qu'en fait, faut pas hésiter à s'entraîner en amont dans son coin, hein, vraiment se faire des challenges, faire de l'analyse soi-même, de creuser un peu les sujets, les outils, de tester les différents outils, les fonctions, et de voir lequel fonctionne le mieux et avec lequel on peut travailler le mieux en fait. C'est intéressant du coup ce que tu dis, parce que ça veut dire que quand tu arrives sur une grosse boîte, sur une réponse à incident, tu vas être pas vraiment mis en concurrence, mais en tout cas tu vas travailler en concurrence d'autres analystes pour pouvoir mettre ensuite d'accord. Et est-ce que à la suite de ce travail, qu'à la suite de ce travail en concurrence, en fait, vous avez un passage où vous allez pouvoir discuter entre vous justement de votre analyse et vos conclusions? Alors
sur ce genre de choses, en général, tu ne parles absolument pas à la personne. En fait, tant que c'est pas rendu officiellement et que c'est pas terminé. Tout simplement pour pas fausser en fait les données ou dire tiens j'ai trouvé ça, ah bah peut-être attends, si tu as trouvé, je vais peut-être regarder, et puis je peux le mettre sur une fausse piste ou, donc il faut vraiment son avis à lui, son analyse à lui. Voilà. Le but c'est pas que je dise bah tiens t'as vu ça en fait à tel endroit, il y a un fichier comme ça, ah bah t'as peut-être raison, puis en fait non, c'est pas, faut vraiment qu'il fasse son analyse et il faut qu'on ait la même conclusion. Ok. Alors, ça c'est vraiment dans les grosses entreprises. Très souvent quand on arrive dans une petite entreprise, on est tout seul et dit bon bah je vais même pas aller porter plainte, je veux juste savoir le fin mot de l'histoire et c'est tout quoi. Ça arrive aussi très souvent. puisque c'est pour les très grosses entreprises, si on regarde après côté même entreprise publique, mais pour les attaquants, si c'est un État ou des APT qui vont avoir vraiment des techniques très avancées pour les attaques, est-ce qu'un analyste, on va dire, j'aime pas trop le terme, un analyste lambda quoi, a une chance de détecter en fait les attaques et de comprendre ce qui s'est passé? Alors je mets justement en rapport avec la question précédente, puisque vous êtes plusieurs, peut-être que ça multiplie les chances de détection. Bien sûr, après des fois on arrive, on dit mais j'ai rien quoi. Des fois j'ai rien, ça arrive et puis on trouve rien, en fait on se dit là on est vraiment sur une APT, donc on creuse jusqu'au moment où on se dit mais j'ai une piste. Mais il faut vraiment creuser en fait, on y passe du temps. Mais effectivement plus c'est complexe et plus on y passe du temps, totalement. Mais après le fait d'être plusieurs aussi, on a plusieurs avis, on mélange tout et la finalité est qu'on a quand même peut-être trouvé la source de l'attaque. Ouais, tu me disais tout à l'heure, il n'y a pas moyen de ne pas laisser de traces au final. Peu importe le niveau de skill, j'ai l'impression qu'on laisse toujours des traces, même si on va parler d'APT, pour toi ça reste visible avec assez d'efforts. Ouais, on laisse des traces. Après la question c'est est-ce qu'on va être capable de... Qu'est-ce qu'on va en déduire en fait? On a des traces, ok, on a peut-être un serveur, mais si c'est un C2 par exemple, on va se retrouver avec un serveur qui est peut-être hébergé dans un pays à l'est du globe, et puis en fait les attaquants sont peut-être à l'ouest, et que tout le trafic passe ce serveur-là. On a aussi des attaques qui passent directement par le réseau Tor, donc par des nœuds Tor, et là, pour détecter la source de l'attaque, c'est quasiment possible, à part prendre le contrôle du nœud d'entrée ou de sortie, mais c'est pas possible. Donc là, c'est très compliqué. Donc on laisse des traces. La question c'est maintenant, est-ce qu'on va être capable de remonter jusqu'à eux? Donc ça, c'est très très compliqué de monter jusqu'à eux. À moins que l'attaquant soit servi d'un PC, par exemple, pour aller taper un facebook.com sur son profil. Mais ça arrive jamais. Voilà, c'est c'est totalement... voilà, ça serait du suicide pour lui, donc non. Ça, c'est juste très compliqué. Donc on peut retrouver un implant, un stager, par exemple, d'un C2, et puis dire, tiens, et voilà, ça vient de là, mais c'est tout. En général, on est vite bloqué. Ok. J'ai une question, tu as le droit de ne pas y répondre si tu veux. Quand on avait fait l'épisode Cybertalk sur la recherche, j'avais posé une question très gênante à Podalirius, où je lui avais dit, est-ce que ça serait pas intéressant de la part d'un État d'aller noyauter toutes les boîtes qui font de la recherche pour s'approprier les recherches? Il n'avait pas aimé la question. Non, je plaisante bien sûr. Côté réponse à incident et forensique, est-ce que ce genre de scénario un peu typé complotiste ne pourrait pas exister, où tu aurais des États qui, justement, des APT, qui vont essayer d'aller noyauter des boîtes qui font de la réponse à incident et des forensiques, justement pour agréger tout ce qui est rapport, log, etc. Vu que ce sont des boîtes qui font, on va dire, qui sont au premier rang, tu vois, des nouvelles menaces, de la détection et de l'analyse, est-ce que c'est pas justement le bon puits auquel il faut aller se nourrir? Alors, comme tu m'as demandé si j'ai le droit ou pas de ne pas y répondre, je préfère effectivement ne pas y répondre. Voilà, je préfère joker sur cette question-là si j'ai le droit, effectivement. Je suis désolé pour tous ceux qui attendaient une réponse. Mais non, ouais, je préfère pas parler d'État ou autre, vraiment. Je reste sur mon métier et voilà, après ce qui se passe inter-État ou autre, non, je m'en occupe absolument pas. Ok, très bien. Et je ne veux pas du tout m'en mêler en fait. C'est vraiment, je fais juste mon travail pour les entreprises. Le reste, je veux pas le savoir. Un message. on a compris, impeccable. On va avancer un petit peu plus, peut-être un peu plus sur
on va dire, ton expérience de métier là-dessus. Alors ça va partir un petit peu dans des histoires, garde quand même les histoires les plus croustillantes pour la fin, hein. Ça sera à ce moment-là qu'il faudra les lâcher, mais est-ce que tu peux nous dire un peu la chose la plus folle que tu aurais découvert lors d'une enquête? La chose la plus folle que j'aurais découverte lors d'une enquête, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, hein, quand on déjà une chose folle, quand on se rend compte qu'il y a des infidélités, quand la personne utilise son PC pro et perso et que finalement on se rend compte que il y a eu que ces personnes par exemple trompent son conjoint ou trucs comme ça. C'est très souvent en fait on tombe sur ce genre de message que les gens essayent de cacher et qui cachent mal. Après on trouve de tout et de rien, mais de là à dire qu'il y a des choses incroyables et très croustillantes, non, pas vraiment. Pas vraiment. On trouve des fois des choses qui sont assez, c'est perso, mais pas de là à avoir quelque chose d'extraordinaire à raconter, quoi. Alors tout à l'heure, tu as dit personne n'est parfait. Alors est-ce que tu pourrais nous raconter une petite anecdote où tu aurais fait une connerie, en fait, une petite erreur lors d'une enquête forensique, et puis comment tu as réussi à la corriger? Si tu as réussi. Alors, j'ai fait des erreurs dans ma carrière, mais pas liées à l'analyse forensique. Voilà. J'ai fait des boulettes, hein, ça m'est déjà arrivé, effectivement, en tant que jeune pentester, faire tomber un serveur, un truc comme ça, oui. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, mais dans l'analyse forensique, non. Je dirais qu'en fait, l'analyse forensique, comme c'est quelque chose qui vient de... ça fait très longtemps que je suis passionné par ce type d'analyse, par ce genre de choses, que finalement, je mets toujours un point d'honneur à faire super gaffe à ce que je fais et à vraiment comprendre ce que je fais et ce que j'utilise comme outil, pour vraiment faire les choses très bien. Le pentest, quand on apprend, en général, on apprend tout de suite, voilà, Metasploit, on lance des modules, des machins, on est content, on a piraté un serveur, et on sait pas vraiment comment ça marche. Ça, c'était mes premières attaques, mes premiers box, mes premières missions en pentest, j'avais commencé, où on se moquait de moi, et voilà, parce que je voulais juste apprendre. Puis après, on commence à tout refaire soi-même, et puis à apprendre. Mais sur la partie forensique, effectivement, j'ai jamais eu de... Je dirais que j'ai jamais réellement fait de grosses erreurs que j'ai dû rattraper ou autre. Les seules petites erreurs que j'ai pu faire, effectivement, c'est une erreur de comportement où des fois je prenais un peu trop vite effectivement, les gens disaient ah gueule, arrête de gueuler. Enfin, tu vois, c'était... Voilà, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, mais pas de là à venir abîmer l'enquête, quoi. Ok. Alors, c'est juste mon comportement, quoi. Là, c'était juste mon ego qui avait pris un coup. Et j'ai un problème avec ça, effectivement. Me faire engueuler pour un truc alors que je viens les aider, ça m'est déjà arrivé. Non, mais attends, regarde pas, quoi. C'est plus ce côté-là. Mais après, maintenant, là, avec l'âge, on va dire aussi que je prends du recul sur tout ça et on en apprend tous les jours dans la vie, donc j'apprends à prendre du recul et à avoir une autre position, une autre posture, en fait, chez un client. Et même s'il m'engueule, fais ce que tu veux, allez, voilà. Et puis engueule-moi, puis après je fais mon boulot. Donc aujourd'hui, je le prends comme ça. Ok, alors si tu ne l'as pas fait toi, est-ce que éventuellement tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça serait une vraie bêtise à un analyste SOC? Ça serait quoi la pire des bêtises? Ça serait oublier de faire une copie? Ça serait vraiment, je sais pas moi, écraser un disque, tu vois, rebooter une machine? Écraser un disque, alors je l'ai pas vécu, mais je l'ai déjà entendu. Justement, quand je parlais de DD, justement, quelqu'un me dit ouais, il s'est trompé. En fait, l'input c'était, il s'est trompé input-output. Et il a dit oh j'attends la copie, puis en fait il fait il a dit mais il est où ton disque et tout, puis en fait il a compris qu'il écrasait, en fait il est en train de wiper le disque, donc ça c'est voilà. Puis en plus il y avait qu'un serveur qui avait été attaqué, ça je l'ai déjà entendu mais j'ai jamais réellement vécu, c'est une anecdote que j'avais entendue, et clairement c'est des choses que voilà, quand je fais mon analyse, encore une fois, c'est même si j'arrive qu'il est 4h du matin, je fais attendez 2 minutes, je respire, puis on prend un truc à boire, on se pose, on quitte à perdre 10 minutes, mais on fait les choses bien, on est concentré dans ce qu'on fait, et derrière après on a nos copies, on les archive, on récupère l'empreinte numérique de ce fichier, on fait toute notre analyse et à la fin on recompare l'empreinte pour dire est-ce que c'est la même ou pas, pour être sûr que les données n'ont pas été altérées lors de l'analyse. Et c'est quelque chose effectivement qu'il faut faire, toutes ces étapes là, très importantes à faire. Donc j'ai jamais réellement oublié de faire ce genre de choses. Pareil pour le rapport, on fait un rapport très professionnel avec date, heure très précis, même seconde, hein. C'est moi par exemple dans mon terminal, quand j'ouvre mon terminal, j'ai la première ligne en fait qui a été, voilà, c'est date, heure et puis date, heure, seconde avec toutes les infos. Et comme ça, quand je prends les captures d'écran, chaque commande que je tape, j'ai la date, l'heure et la seconde et
tout ce que j'ai fait en fait avec mes commandes, avec l'output de ma commande. Donc c'est très pratique ce genre de choses. Et le fait d'être en réponse à incident, tu peux t'appeler à n'importe quelle heure du coup. Ça peut arriver, ouais. Alors, des fois, en général, on appelle le matin, ou en général, c'est le lundi matin, parce que les boîtes se font attaquer le vendredi soir, ou les vendredis avec des ponts, les lundis ou autre. Et le lundi matin, ils font oh, bah, ça marche plus, on comprend pas. Mais c'est déjà arrivé de me faire. Qu'on m'appelle effectivement à 6h du matin, ou autre, on me dit ouais, j'ai besoin de toi dans 30 minutes. Alors, il faut déjà 30 minutes, le temps que j'arrive, donc le temps que je m'habille, que je me prépare rapidement. Ah, faut venir rapidement, voilà. Mais sinon, non, j'ai jamais réellement eu en pleine nuit. Ok, c'est pas trop stressant cette idée? Non. Ok, ça fait partie du charme du boulot en fait. Oui, en fait, même si on m'appelle à 3h du matin, si j'ai dormi qu'une heure, eh ben, je fais le nécessaire pour être opérationnel et pour faire les choses correctement. Et encore une fois, répondre à un incident. Et voilà, je pense que comme tout le monde, je veux dire, c'est comme si tu prenais un pompier, il dit oh non, fait une heure je dors, je vais éteindre un feu, c'est bon, il va y aller un peu au ramollo. Non, c'est pas possible, il faut être opérationnel. Voilà, il y a des métiers, il n'y a pas de choix. Et là, en fait, j'ai la chance, encore une fois, d'être appelé en général le lundi matin. C'est généralement ça. Ou un matin. On m'appelle le matin, on dit ah, hier fonctionné, puis pas ce matin. C'est tout. Okay. Et est-ce que tu pourrais. On m'appelle en pleine nuit, quoi. Heureusement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le cas le plus complexe que tu as eu à gérer et comment tu as pu résoudre cette enquête? Le cas le plus complexe que j'ai eu à gérer, c'était pas pour du pro, c'était pour du perso. Donc une attaque sur un MacBook. Donc là, disque chiffré, la totale. Et donc une attaque sur un MacBook, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la forensique sur du Mac. Et c'était sur du personnel, pas sur du pro. C'est vraiment le cas le plus complexe parce que c'est un environnement que je maîtrise un peu moins. Donc la partie macOS. Et j'ai dû vraiment réapprendre. Donc je connaissais le principe de FreeBSD, parce que macOS est basé à base de FreeBSD, donc bien modifié quand même, mais FreeBSD quand même, même si bien modifié. Mais voilà, fallait se reprendre, fallait reprendre toute l'architecture, le fonctionnement, tout ça. Donc ça c'était assez complexe. Après, si je dois rentrer dans le monde pro, assez complexe, je dirais que c'était une très très grosse boîte où il a fallu en fait analyser chaque routeur, voilà, avec d'ATR pour dire voilà. Potentiellement, il a fallu recartographier un peu le flux de données avec d'ATR. C'était très complexe. J'étais avec des experts réseau, là, des gars qui étaient vraiment ultra certifiés dans le réseau. Et moi, je suis arrivé avec mon petit CCNA. J'ai dit, oui, alors bon là, on va faire l'analyse forensique, mais côté réseau. Puis il me dit, mais là, attends, on a un lien EIGRP. Ouais, normalement, quand tu. Voilà, j'étais un peu perdu, donc c'était très complexe aussi parce que c'était un domaine que je maîtrisais pas. Moi, le réseau, je suis pas expert réseau, je suis vraiment juste le niveau CCNA, qui est plus valide d'ailleurs depuis très longtemps. Mais moi, je suis toujours le niveau, j'espère en tout cas. Mais ouais, non, c'était des cas assez complexes quand tu arrives sur des environnements que tu maîtrises moins, effectivement. Et alors, justement, comment est-ce que tu vas gérer ça, tu vois, le périmètre, les technologies un peu inconnues? Moi, je pense à tout ce qui est OT, IoT ou des domaines un peu plus exotiques. Comment est-ce que tu abordes ça? Est-ce que tu te dis, bon, ok, je prends, je sais pas moi, 2 heures, je vais reprendre les bases, tu vois, reprendre un schéma du système ou quoi? Est-ce que, de toute façon, avec l'expérience, tu as quand même assez de bases pour déjà lancer quelques opérations, tu vois, le temps que ça se fasse? Et puis, comment tu gères ce genre de cas où tu ne connais pas la techno? Alors, je lance jamais d'opération comme ça à froid, en fait, c'est toujours une préparation, même si encore une fois, les gens vont dire vite, faut le faire, faut repartir. Non, c'est encore une fois, on arrive, on prend le temps, on se pose, quitte à se poser 3 à 4 heures autour d'une table, et on voit les choses dans les règles de l'art, encore, c'est ça, c'est vraiment, ça tourne un peu en boucle, mais c'est toujours ça. Et oui, donc, du coup, on se pose et on analyse, quoi. On va pas arriver, encore une fois, dire je fais un DD, je me suis trompé, l'output, l'input, machin, non. Ah, ça, c'est interdit, ça. Donc, on se pose toujours, on prend le temps et on analyse tout. Est-ce que vous avez des équipements spécifiques, par exemple du SCADA, imaginons? Est-ce que vous avez de la S400? Est-ce que vous avez des choses assez complexes, des choses très sensibles? Et oui, on en parle, bien sûr, c'est des points à évoquer à chaque fois. L'IoT, tout ça, c'est des points à évoquer à chaque fois. Une question que je vois passer, on va l'aborder. Je trouve ça sympa. Est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur dans tout ce que tu fais là? Est-ce que si je te demande de préciser un peu ta question, est-ce que c'est trop demandé? Alors, non, bien sûr. C'est une question qu'on pose un peu à tout le monde au final.
On a toujours l'impression que peu importe au niveau d'expertise qu'on a en fait en cyber, j'ai l'impression que de toute façon tous les pratiquants ont l'impression d'être un peu noob et qu'il y a toujours 10 fois mieux, tu vois, au-dessus d'eux. Toujours. Est-ce que toi t'es touché par ce syndrome-là et éventuellement comment est-ce que tu as pu le résoudre si tu l'as résolu? Est-ce que ça expliquerait ta collectionnite? Je l'ai pas dit. Hein. Alors oui, en fait, on a toujours l'impression d'être un gros noob. Dès que j'arrive sur une mission, oui, on a l'impression de rien connaître. Et en fait, plus j'avance et plus j'ai l'impression de ne rien connaître. Et j'en parlais il y a quelques temps avec Wardog, qui est présent d'ailleurs ici, merci encore. Et en fait, on se dit, mais plus on apprend et plus on se dit, mais non, il y a trop à apprendre, en fait, on est noob. Et les gens ils vont dire, mais si, il y a des gens qui vont dire, mais si, t'as plein de choses, t'as plein de certifs, t'as plein de machins. On s'en fout. En fait, plus on apprend, et plus on se dit qu'on a besoin d'apprendre encore plus, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et à chaque analyse forensique que je fais, je me dis, mais putain, je savais pas ça, j'ai appris quelque chose incroyable. Donc on a toujours l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur, effectivement. Toujours obligé d'en apprendre plus, toujours obligé de manger de l'informatique, hein, d'où effectivement ma collection, qui s'agrandit de jour en jour, ou de semaine en semaine, ça dépend du temps que j'ai. Mais en gros, c'est juste effectivement, oui, c'est l'envie d'en apprendre toujours plus, et puis la passion qui parle, en fait, c'est vraiment, j'ai pas envie de me retrouver coincé à dire mais ça je sais pas, et si je sais pas, éventuellement je vais apprendre, tant pis, en fait on apprend tous les jours. C'est l'autre jour, j'ai quand même posé une question, encore une fois, ça fait des années que je suis sur Linux, et j'ai posé la question, oui, ma distribution, j'ai un problème, j'ai l'impression de passer pour un gros nul, et pourtant ça fait des années que je fais du Linux, et là je suis arrivé, je suis perdu en fait, j'ai l'impression de... Et on m'a dit mais si, c'est simple, tu fais ça. Ah d'accord, c'est prévu en fait. Donc c'est comme tout en fait, on a toujours l'impression d'être débutant, et voilà, quand j'ai commencé à toucher l'Active Directory, je me suis dit mais je suis un gros nul en fait, j'arrivais, je faisais des trucs incroyables, là je touchais à la D, je suis perdu quoi. Je suis arrivé dans le monde de Kerberos, je me suis dit oh, tellement de vulnérabilités, tellement de choses à voir, tellement de choses complexes à apprendre. Et dans le forensic, à chaque fois c'est fait du forensic sur un Raspberry, ça va être différent que sur un PC, sur un téléphone, tout est différent, donc à chaque fois. Si je reviens un peu sur le côté réponse à incident, qu'est-ce qui te plaît réellement dans cette partie-là? Donc pas forcément que le forensic, tu vois, mais vraiment le côté réponse à incident. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, et est-ce que tu recommanderais ça à quelqu'un aujourd'hui qui démarre dans la cyber? Alors, ce qui me plaît en fait là-dedans, pour être tout à fait honnête, c'est quand tu arrives quand tu finis ta mission et que c'est un succès. C'est-à-dire que les gens sont super contents, ils ont le sourire, tu sens que tu les as aidés en fait. C'est vraiment, c'est gratifiant en fait de dire que tu as contribué pour le bien, pour aider quelqu'un. Tu as vraiment fait quelque chose d'intéressant. Là tu dis, voilà, t'arrives, la personne elle est dans la panade totale, et tu repars, tu dis, personne elle a le sourire, elle t'a serré la main, elle est super contente, limite elle pourrait te faire un câlin, elle ferait. Et tu dis, voilà, j'ai aidé cette entreprise à repartir. Et je l'ai fait parce que j'avais les compétences pour. Donc c'est vraiment aussi de dire que j'ai acquis tout un tas de compétences au fur et à mesure, et grâce à ça, je m'en suis servi pour faire le bien. Et ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Et bien sûr, je pousse le plus de personnes à faire aussi, au moins ne serait-ce qu'à creuser un peu l'analyse forensique, pas forcément pour dire je veux devenir analyste forensique, mais de creuser un peu le sujet. J'entends trop de personnes me dire, par exemple, moi, cyber, c'est du pentest, je vais faire que du pentest. Alors j'ai un défaut avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a pas que le pentest. C'est un monde, hein, certes, il y a quelque chose à faire, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut voir un peu tout ce qui se passe dans le monde de la cyber, faire de la cyber en général, et pas s'intéresser qu'il y a une petite partie de du pentest. Enfin, de la cyber, pardon, excuse-moi. C'est comme, par exemple, la gouvernance, hein, qui est un métier à part, et puis moi, par exemple, je n'en fais pas assez. Et je sais que j'ai quand même quelques lacunes sur la gouvernance, mais j'ai les bases. Voilà. Mais j'ai quand même des lacunes sur la gouvernance. Donc je pense qu'il faut quand même aller voir un peu tout, il faut se forcer à aller voir un peu tout ce qui se passe sur le domaine de la cyber, et pas rester que axé sur que du pentest, ou que du forensic, ou que quelque chose. C'est mon avis. Mais dans tous les cas, moi je pousse effectivement le plus de personnes à faire du forensic. Demain, n'importe qui peut être appelé à travailler dans son entreprise, et puis dire à l'entreprise, on s'est fait attaquer, analyse. Si personne a dit, j'analyse, mais... j'ouvre le Windows, je tape le passe et je fais plein de bruit parce que j'analyse. Non, s'il y a réellement un problème, ça peut être embêtant. Donc ne serait-ce que d'avoir les bases pour dire je sais comment faire. Ok, je fais mon dump, et ça, on laisse dormir le PC et puis j'analyse le dump. Ça peut prendre une petite journée ou deux, voire plus peut-être, mais ça dépend de la taille aussi du disque. Mais en général, on va dire une journée ou deux. Et après, au moins, on sait que la personne a déjà les bases pour pouvoir faire son analyse. Voilà, donc c'est vraiment un métier qui est intéressant. C'est vraiment... Et puis on part de rien, encore une fois, c'est un peu à la NCIS, on arrive, tiens, j'ai eu un disque,
fais-moi cracher ce qu'il y a dedans, puis t'arrives, tu dis tiens voilà, j'ai trouvé ça, puis tu dis ah, j'ai récupéré ça aussi, ah puis j'ai ça, t'as vu, il a effacé ça, puis je l'ai récupéré. Donc ça c'est intéressant. Et je vais quand même revenir sur une anecdote. Tu m'as demandé une des meilleures réussites entre guillemets de ce que j'ai fait. J'ai un truc que j'ai pas cité que j'aimerais quand même vous faire part. Il y a une mission en fait où je suis intervenu pour un ransomware. Et donc c'était un ransomware que je connaissais pas du tout. Et on dit oui, un problème, tout est chiffré. Et en fait, en faisant mon dump, comme j'ai fait un dump du disque copie bit à bit, j'ai fait un clone complet. En fait, j'ai analysé le disque, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais analyser le disque. Et en analysant le disque, je me suis rendu compte qu'il y avait un fichier qui avait été supprimé. En fait, c'était la clé de chiffrement qui avait été supprimée par le ransomware. Que le ransomware avait généré une clé, avait tout chiffré et avait supprimé la clé. Voilà. Et en fait, j'ai réussi à récupérer la clé. Mais alors, c'était un truc improbable. Mais ça fonctionne. Donc, je pense que c'est effectivement une de mes meilleures réussites. Mais c'était encore une fois il y a très longtemps, enfin il y a quelques années maintenant, et qu'aujourd'hui le monde de l'informatique et de la cyber évolue tellement que c'est plus possible ça. Je pense qu'aujourd'hui c'est même voilà, ça a été banni depuis très longtemps. Je suis tombé sur soit quelqu'un qui avait racheté un vieux code à quelqu'un d'autre sur internet, soit quelqu'un qui a dit je vais le développer, ça marche bien. Mais voilà, le fichier avait été créé, puis supprimé, et puis voilà. Mais c'était il y a vraiment très longtemps. Ouais, là le client il peut te faire un câlin effectivement, hein, quand tu reviens avec la clé. Mais c'est surtout que je suis revenu avec ces données, il était content, et c'est au-delà de ça en fait, la partie technique, on s'en fiche, c'est vraiment la satisfaction de dire voilà, le client il est reparti et il a perdu certes, mais pas autant qu'il pensait, et il a pu repartir assez vite et c'est plutôt agréable comme ressenti. T'es un passionné, tu bosses beaucoup, tu passes des certifs, tu te tiens au courant, t'as ta veille, etc., etc., etc. Comment tu fais pour éviter le burn-out ? Je sais pas. Mais en fait, ça m'épuise pas en fait. J'ai l'impression d'être inépuisable. Je peux passer autant le faire et j'ai l'impression d'être inépuisable. Donc, j'ai encore une fois, hein, le fait de sortir, voir des amis, ma famille, faut lâcher par moment. C'est obligatoire, je me force aussi à lâcher un peu. Mais j'aime tellement ce que je fais que pour moi, j'ai l'impression que les journées sont trop courtes. Je me dis que là, j'ai déjà 31 ans, qu'il me manque plein de choses, que j'aurais voulu avoir plein de choses. Voilà, j'aimerais avoir encore plein de certifs, plein de connaissances, puis en fait, je me dis, mais j'ai pas le temps de tout apprendre, j'ai pas le temps de tout creuser, j'ai pas le temps de tout pratiquer. Donc, juste l'envie d'apprendre, en fait. L'envie d'en savoir plus, l'envie de creuser, et l'envie de partager aussi, parce que derrière, finalement, les connaissances, ils bougent sur un partage, donc c'est surtout ça. Moi, je partage des données qu'on m'a pas partagées et que j'aurais aimé qu'on me partage, en fait, quand j'ai commencé. Plutôt que de me prendre des tacles dans la tronche en disant, ah, mais oui, qu'est-ce qu'il fait là ? Et non. Ça, j'ai pas envie, donc je suis toujours promis à essayer de partager et d'aider les personnes pour pouvoir évoluer. Le seul truc que je peux pas faire, c'est de dire je le fais à ta place, quoi. C'est beau la passion. Ah la dernière fois quand j'ai fait un interview avec Alform, il m'a dit carrément un drogué de la sécurité, mais je suis vraiment un drogué de l'informatique. J'aime tellement ça en fait que moi quand on me dit la réforme des retraites, pour moi je travaille pas en fait. Moi je fais ce que j'aime tous les jours, donc je pense pas à la retraite en fait parce que j'aime ce que je fais en fait. Je suis juste et je veux que tout soit fait et bien fait en fait parce que j'aime tellement mon métier que voilà, je veux vraiment que tout soit clean. L'idée là, ça va être d'explorer un petit peu ce qui se passe donc après la réponse à incident. Comment est-ce qu'on fait le transfert à la Blue Team et éventuellement comment est-ce qu'on peut mettre en place des défenses pour éviter de se faire poutrer. Déjà, ça pourrait être sympa. Donc. On se trouve donc dans un scénario où l'attaque est passée, on a réussi à colmater la brèche, on va dire, à panser les plaies, n'est-ce pas ? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple d'améliorations qui peuvent découler d'un exercice de réponse à incident, par exemple, côté Blue Team ? Ouais, alors en fait, déjà comme on sait par où les attaques sont passées, on a vu des erreurs qu'ils ont faites auparavant, configuration, manque de sensibilisation, manque d'hygiène de sécurité, donc manque de mots de passe, la gestion politique des mots de passe, la politique des mots de passe, manque de mise à jour, manque de tout ça, ça peut venir de plusieurs biais différents. Une fois qu'on sait tout ça, en fait, on va les accompagner justement donc là c'est un processus qui peut prendre aussi un peu de temps, sur l'amélioration de leur hygiène de sécurité. Donc ça va partir de l'amélioration et du durcissement du réseau,
donc tout ce qui va être mise en place de différentes zones à travers différents firewalls. Ça va être la restriction, on va dire, des flux, la gestion du moindre privilège. Ça va être l'amélioration de leur niveau de sécurité aussi. S'ils ont par exemple qu'un antivirus, on va peut-être se dire l'antivirus, on va peut-être passer un EDR. On va commencer à collecter les logs, on va commencer à faire des backups sécurisés. On va faire aussi de la formation de sensibilisation parce que, on va dire, 99% du temps, c'est quand même une faille humaine. Hein. Quand je dis une faille humaine, je parle pas que de phishing, je parle aussi de l'administrateur qui se dit c'est pas grave, qui va me pirater si je suis un poil ancien, je vais laisser ça comme ça. Ou sinon, ça marche, on reboot pas, donc en fait, il met à jour, mais les patchs seront appliqués que s'il redémarre, mais non, on redémarre pas, parce que voilà. Donc très souvent, on a aussi la fainéantise humaine, on va dire ça comme ça, ou la certaine phrase je pousse pas en prod un vendredi. Ça, voilà, donc ça, effectivement, voilà, je pense le seul fou avec mes collègues de mettre à jour un kernel Linux un vendredi après-midi, un soir de Noël. Donc ça, c'était l'anecdote rapidos. Mais non, en fait, il faut vraiment prendre en compte tous les points. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, on sait ce qui va, on sait ce qui va pas, et on va améliorer ce qui va pas, et on va aussi améliorer ce qui va. Parce que même si ça va déjà, on va faire mieux. Et le but, c'est de les accompagner sur un terme un peu plus long, donc sur du long terme vraiment, et dire voilà, maintenant, on va s'attarder sur tous ces points-là, et dire voilà, politique de mot de passe, politique de mise à jour, politique de sensibilisation, charte informatique, formation de sensibilisation, campagne de phishing. Enfin, on va revoir vraiment les bases, et on va durcir après le niveau du réseau jusqu'à la partie SIEM SOC, effectivement, qui est quand même indispensable dans une entreprise, parce que le SIEM est quand même vraiment comme dirait mon collègue, le dernier rempart en fait de la sécurité, c'est vraiment la tour de contrôle, hein, c'est vraiment lui qui supervise le tout et qui est capable de détecter des actions, on va dire, étranges, donc un comportement anormal. Et sans cette visibilité, on peut se faire attaquer. Vous prenez un aveugle, vous le mettez dans la rue, dans une ruelle sombre, il peut se faire attaquer sans problème, il sait pas qui c'est, il voit même pas d'où ça vient. Par contre, pour quelqu'un qui voit très bien, il est capable de s'enfuir, il est capable de courir, il est capable de faire plein de choses, l'exemple est là, quoi. C'est que si on voit pas notre agresseur, on peut pas se défendre. Donc il faut vraiment avoir une visibilité, au-delà de dire qu'on empile des couches de sécurité. C'est pas non plus très bon. Voilà, parce que derrière, il faut les maintenir à jour, il faut les maintenir en activité, il faut les maintenir. La politique de mot de passe, il faut les changer régulièrement. Il faut avoir une infrastructure qui soit complète, qui soit stable, effectivement, qui soit sécurisée et surtout bien pensée. On va dire, notre ami Euse, qui m'avait dit un jour, une architecture bien pensée est une architecture sécurisée. Et c'est pas faux. Donc effectivement, quand on se dit, on va mettre en place un bastion, ça sert à rien d'empiler des couches de sécurité si on n'est pas capable de les gérer, de les administrer. Voilà, il faut mettre en place quelque chose, le configurer et le maintenir. Donc il faut penser à, on va dire, le principe de KISS, hein, on reste sur quelque chose de très simple, mais on le durcit et on voit comment on peut automatiser certaines tâches ou gagner du temps sur la mise à jour et la gestion. Donc vraiment un accompagnement complet sur l'après-incident, entre guillemets. Est-ce que ça t'est arrivé de faire de l'accompagnement justement de Blue Team, qu'on te dise bon ok, t'as produit un rapport, tu nous as entre guillemets sorti de l'embrouille à ce moment-là, est-ce que tu veux pas venir avec nous, on se fait un petit consulting et on met quelques trucs en place pour travailler avec la Blue Team? Si, bien sûr, déjà, des gens qui arrivent, qui disent j'ai pas de SOC, j'ai pas d'équipe SOC, j'ai pas de SIEM. Donc déjà, on dit bon là, on va mettre quelque chose en place. Après, il y en a qui disent oui, j'ai pas ci, ou j'ai pas ça, ou sinon j'ai un SOC, dans le pire des cas, mais les règles sont pas forcément conformes. Donc il faut aussi améliorer les règles de corrélation, il faut les tester. Enfin, il y a vraiment un accompagnement complet, mais ça va aussi jusqu'à la gestion de crise, c'est-à-dire qu'il faut aussi accompagner sur la partie gouvernance, sur la partie gestion de crise, sur la partie posture à adopter en cas de future attaque, qui soit vraiment capable de pouvoir, on va dire, s'auto-dépanner, on va dire ça comme ça, si ça doit revenir. Et le but, c'est que ça ne revienne pas. Parce que s'ils sont capables de voir ce qui se passe sur leur infra, ils sont capables de voir s'ils se font attaquer. Donc d'agir vite, et le fait d'agir vite va réduire l'impact. Forcément, s'il y a une machine de chiffrer, on s'en fiche, c'est qu'une machine. Par contre, s'il y a toute une infra, ça devient compliqué. Donc ça peut arriver effectivement d'être appelé après pour dire voilà, on aimerait t'avoir quelques semaines avec nous pour nous accompagner, nous lancer, et puis une fois qu'on est lancé, on s'en va. Donc ça peut arriver après, encore une fois, tout dépend du budget. J'ai vu qu'il y avait, alors, suivant les sources, des tendances à virer les gens quand il y avait ce genre de problème qui arrive. Tu disais tout à l'heure le patron qui gueule sur l'admin 6 parce qu'il a mal fait son boulot, etc., le RSSI ou autre.
Est-ce que c'est pas juste ultra dangereux quand tu viens de survivre à une attaque, de virer les gens qui potentiellement ont été responsables des failles qui ont été exploitées? Mais est-ce que c'est pas dangereux parce que ce sont aussi les gens qui connaissent l'infra et qui vont peut-être pouvoir te permettre de la réparer et de la rendre plus résiliente? Est-ce que c'est pas juste se tirer une balle dans le pied de faire ce genre de choses? Alors pour moi, si, c'est se tirer une balle dans le pied. Comme tu dis, la personne connaît déjà l'infrastructure, elle est capable de la remonter, on va dire, assez vite, ou du moins plus vite que des nouvelles personnes qu'il faudra recruter, qui va devoir prendre le temps, tout refaire ou autre. Et derrière, je dirais que malheureusement, c'est pas forcément sa faute, encore une fois. Si le gars il a dit, bah tiens, tu remontes, mais t'as 2 cacahuètes par an, tu remontes, il va rien remonter du tout. Donc c'est pas forcément la faute de l'administrateur, en fait. Des fois, il y a un manque de compétences, mais on met pas à la tête de la sécurité d'une infrastructure quelqu'un qui est incompétent. Des fois, on a quelqu'un qui arrive, qui a très peu d'expérience, il va pas arriver tout de suite à être admin 6 et réseau ou admin système, administrateur réseau sécurité ou autre. On va être quelqu'un qui a déjà de l'expérience de plusieurs années. Voilà, c'est normal. On peut pas arriver comme ça, voilà, en tant que directeur, sans vraiment diplôme ni compétence, on va dire ça comme ça. Donc, il faut pas se tirer une balle dans le pied à virer la personne qui a pas mal fait son travail, qui a juste loupé quelque chose, peut-être. Peut-être qu'elle a pas eu les moyens de mettre un SIEM, peut-être qu'elle a pas eu les moyens de mettre un EDR plus performant, peut-être qu'elle a pas eu les moyens ou le temps de tester des solutions ou de faire de la veille. C'est pareil, si on laisse pas le temps à certaines personnes de faire de la veille, ils peuvent pas se renseigner. Donc ils vont dire, va chez Microsoft, c'est facile, c'est simple, ça se met en place, c'est fini. C'est pas forcément la solution. Donc non, oui, je suis d'accord avec toi, c'est se tirer une balle dans le pied de virer la personne directement. En fait, voilà, je pense qu'il faut apprendre des choses de cette erreur. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe. Donc, si une partie d'équipe fait couler, on va dire, le navire, c'est à l'ensemble du navire de faire, quelque chose pour travailler en groupe, quoi. C'est un travail d'équipe derrière. Hein. C'est une entreprise. Encore une fois, c'est pas juste une personne à la tête qui dit tiens, on fait ça, c'est comme ça et c'est tout. L'entreprise fonctionne grâce à l'ensemble des collaborateurs. Voilà, ça marche comme ça. Donc on peut pas se dire t'es mauvais, j'ai le pouvoir de te virer donc je te vire. Non, ça marche pas comme ça. Si tu veux le faire, prends sa place et fais mieux que lui. Donc, pour moi c'est délicat et oui, c'est se tirer une balle dans le pied. Et une société, alors comment elle peut se préparer au mieux à un incident? Est-ce qu'il vaut mieux blinder les défenses, former les employés, je sais pas moi, payer un max les assurances cyber, faire des exercices de crise? Enfin, c'est quoi la solution en fait? Alors, pour moi, déjà, la cellule de crise, c'est l'exercice de crise, c'est une bonne technique. Après, la technique qui marche le mieux, ça reste quand même le test d'intrusion. C'est-à-dire qu'on fait un pen test, ou si on peut se permettre, si le niveau de maturité est déjà assez élevé, on fait une red team, mais déjà on fait un pen test et on voit comment ça réagit. S'il se dit tiens, on se fait attaquer et tout, et qu'il n'y a que le patron qui est au courant, il va ah mince, fais le nécessaire. Puis il va faire bosser ses équipes, entre guillemets, pour rien, mais il va voir comment il réagit. Et si nous derrière en tant que pen tester on est bloqué, on va dire ah ouais, le gars il m'a carrément ban, c'est bon, je peux rien faire, fini, entre guillemets. Donc tu sens qu'il a réagi vite et surtout qu'il voit ce qui se passe sur son infra. Il voit les flux qui rentrent, qui sortent, il voit ce qui se passe. Donc tu dis, lui, il va réagir, il va venir m'embêter. Donc le test d'intrusion est quand même une des meilleures techniques pour former. Apprendre aussi les campagnes de phishing, c'est pareil pour former sensibiliser les utilisateurs à dire, clique pas ici, fais attention à ça. Voilà, il faut de temps en temps. C'est comme la politique de mot de passe, il faut la changer régulièrement. Et bien les campagnes de phishing et de tests d'intrusion, il faut les faire quand même régulièrement. Si déjà on fait un test d'intrusion une fois par an et une campagne de phishing on va dire 2 fois par an, enfin tous les 6 mois, ça peut être un bon ratio. Il y a plein de sociétés aussi qui externalisent en fait tout le SI. En fait, ils transfèrent les risques vers des sous-traitants. Et est-ce qu'il y a un risque à faire ça? Est-ce que tu vois une limite à ce genre d'action? Alors nous on le fait par exemple, c'est quelque chose qu'on propose d'externaliser l'infrastructure. En fait, on externalise l'infrastructure dans data center et derrière, on remonte toute son infrastructure dans l'IaaS et en plus de ça, on le supervise avec notre SOC et tout ce qui va avec. Donc, il bénéficie, on va dire, de toutes les couches de sécurité qu'on peut lui apporter. Et l'avantage, c'est qu'il continue à travailler sur l'infra. C'est-à-dire que s'il est administrateur, il continue à travailler sur son infra. Il a un accès à son infra, il fait ce qu'il veut. Nous, on est juste là pour maintenir son système d'information en état de fonctionnement et de garantir que les données seront disponibles, que ça ne va pas jouer sur l'intégrité des données et la disponibilité. Voilà, c'est vraiment, on est dessus. Après, il y a aussi des contraintes. Comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des applications spécifiques, il peut y avoir de l'IoT, il peut y avoir, il y a des choses qu'on n'externalise pas, hein, comme par exemple les routeurs Wi-Fi.
hein, qui sont des portes, on va dire, des portes d'entrée pour les attaquants qui sont incroyables. Hein. Le war driving, ça existe encore, hein, malheureusement. Donc il faut aussi, voilà, on a vu des entreprises pas changer le mot de passe Wi-Fi pendant 3, 4, 5, 6 ans. Et ça se casse en 2 jours, c'est cassé. C'est rapide finalement sur 6 ans. Donc tu avais la main dessus très facilement. Donc il y a des choses qu'on peut pas externaliser, mais il y a des choses qu'on peut améliorer. Donc on externalise ce qu'on peut externaliser et on améliore ce qu'on peut améliorer. Et bon, on peut pas être invincible évidemment, mais est-ce qu'on peut être suffisamment renforcé pour être quasiment invincible? Alors le risque zéro n'existe pas. En fait, même si vous coupez le réseau, l'ordinateur est allumé. Donc dans tous les cas c'est pas possible. Même si vous éteignez l'ordinateur, les données sont toujours sur le disque. Donc encore une fois, si on veut aller chipoter et aller très loin, voilà, du moment que les données sont stockées, c'est stocké. Sinon, il faut broyer le disque dans un volcan, vous faites ce que vous voulez. Enfin, on arrive sur des trucs extrêmes. Prenez le disque dur, vous jetez dans un volcan en pleine fusion. Là, c'est pourquoi pas. Mais non, sinon le risque zéro n'existe pas. La seule obligation qu'on doit avoir, c'est de dire on veut repousser l'attaquant pour qu'il se lasse et qu'il aille voir ailleurs. Voilà, et éventuellement. Après, si c'est de repousser l'attaquant le plus longtemps possible, de résister, quoi. On est vraiment sur une bataille où l'attaquant essaie de rentrer et puis le défenseur essaie de se protéger. Donc le but c'est de le repousser le plus longtemps possible. Voilà. Donc il faut juste se préparer en fait à se faire attaquer. Mais encore une fois, la question c'est de savoir quand est-ce qu'on se fait attaquer. Donc si c'est dans un an, on se prépare et une fois qu'on sera prêt, on se fera attaquer, on saura y faire face et ce sera bon. Eh bien écoute, on va passer à la phase de conclusion. Il reste quand même quelques questions. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta pire expérience, alors peu importe, hein, ça peut être en forensique, ça peut être en réponse à incident, dans ton métier de pentest ou de red team, peu importe. Quelle a été ta pire expérience? Ma pire expérience, je sais pas si si je pourrais le dire, au pire je m'en fous parce que je l'aime pas. Mais en gros, c'était une des premières expériences que j'ai eues, c'est pareil, donc en tant que débutant, forcément on apprend, on débute dans le monde de la sécurité, et quelqu'un qui t'explique, voilà, bref, que cette technologie est mieux qu'une autre, je discute pas sur ça, je connais aucune des deux, bon, bref. Et bien on va faire un pentest, je dis pourquoi pas, on fait un pentest, en fait, personne fait cracher le serveur. Voilà, là je fais cracher le serveur et tout, et clairement, le serveur craché, blue screen, la totale. Impossible à redémarrer. Et là, en fait, on me dit ah ouais, t'as fait ça, t'as fait n'importe quoi. Ah non, j'ai rien. En fait, j'ai juste lancé mon Linux, quoi. Et bref, ça avait été retourné un peu dessus. Et il a fallu que j'arrive à m'expliquer. Et ça a été une expérience assez mauvaise parce que suite à ça, j'ai eu des soucis. Ça m'a perturbé quand même lors de mes études où j'ai pas été vraiment accompagné. Par rapport à ça. Donc en fait ça a aussi joué un peu sur mes études. Voilà. Donc j'aurais dû être accompagné et j'étais tout seul en fait laissé un peu à l'abandon et j'ai dû vraiment me battre en fait pour arriver à finir mon projet d'études et puis arriver à passer devant le jury et montrer en école d'ingénieur que ça valait le coup quand même que je passe. Et finalement voilà, ça a été j'ai réussi à tenir le coup et j'ai obtenu mon diplôme. Mais voilà, j'ai été laissé on va dire à l'abandon tout seul sans rien. Ce qui a été pour moi très décevant parce que je voulais apprendre plein de choses et la motivation était vraiment là. Et même pour plus d'une fois, je me suis dit je vais baisser les bras, je vais arrêter, ce métier il est pas pour moi. Et ça m'a perturbé pendant longtemps. Puis maintenant, je me dis que voilà, avec le recul, j'ai bien fait de continuer. Et ça, c'est top. Mais je veux surtout pas avoir le comportement qu'ils ont eu. Donc non, je reste là et je continuerai à partager, contrairement à certains, mon savoir, et avec grand plaisir. Très bien. Je compatis très largement, j'ai vécu à peu près le même genre de choses et c'est compliqué quand t'es étudiant et que tu dois terminer ton alternance seul. Enfin, moi, c'était l'alternance, quoi. Ouais, c'est pas évident. C'était pareil en fait. Hein. J'ai eu, sauf que moi j'étais en alternance, sécurité informatique et je tombe on m'avait collé dans la partie pentest parce que c'était top, parce que j'ai dit j'aimerais bien en faire, donc ils m'ont mis dedans. Et quelques semaines après, en fait, il y a eu un petit problème qui fait que ça passait plus et en fait j'étais coincé là en fait. Et finalement j'ai été déçu parce que je me suis fait démolir mais vraiment de partout, comme quoi
c'était pas mon truc. Et en fait, des fois, ils me mettaient genre des petits pièges, en fait. Ils arrivaient, ils faisaient, tiens, fais ça, puis en fait, t'as pas fait ça, mais t'es mauvais, mais si, mais. C'était fait exprès, en fait. Alors qu'il y avait plein de. Et ça m'a perturbé assez longtemps. Parce que, pendant quasiment 2 ans, mes études. Et même quand je voulais passer certif, tout le monde. Enfin, la boîte avait payé l'OSCP à tout le monde. J'ai dit, c'est cool, je vais pas la passer, tu vois. Et j'ai dit, je vais avoir l'OSCP. On m'a dit, mais non, en fait. Et j'ai dit, je suis en CDI quand même. Mais non, t'es posé là dans l'équipe Pentest, mais bon, c'est bon quoi. Donc, ouais, voilà quoi. C'était assez dégradant. Vengeance, t'en as passé 19 de plus de certif. Vengeance, j'en ai passé beaucoup et je continuerai à en passer parce que au-delà de la vengeance, en fait, je m'en fous, c'est pas la question de vengeance, c'est de dire que maintenant, en fait, j'ai des compétences et encore une fois, on peut pas tout savoir, ça c'est sûr. Mais par contre, quand je sais pas, j'apprends. Mais quand je sais, je suis toujours promis à en parler et surtout à le partager contrairement à d'autres. Donc voilà, ça c'est quelque chose que voilà, je connais pas tout. Hein. Il y a des domaines que je maîtrise absolument pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, le reverse engineering c'est pas vraiment mon domaine. La gouvernance non plus. Et tous les jours j'en apprends. Et ça fait plaisir de voir des gens qui partagent encore. Et encore une fois, c'est un métier où il faut savoir partager, sinon t'es pas fait pour ça. Alors maintenant, quelle a été ta meilleure expérience ? Ma meilleure expérience, en fait, je pense que c'est celle que je vis actuellement. En fait, c'est que quand j'ai terminé mes études et que je me suis fait licencier comme un malpropre de cette boîte, clairement, en fait, j'ai dit, mais ouais, et on m'a dit, mais on monte une boîte. Et j'ai dit, franchement. Puis en fait, voilà, j'ai dit, pourquoi pas, je vais me lancer dans le projet. Et aujourd'hui, en fait, j'ai cofondé la boîte, donc avec d'autres personnes qui finalement me poussent aussi tous les jours et je me dis que ça peut être la meilleure expérience que j'ai. Donc aujourd'hui je me donne à 100% pour montrer en fait encore une fois que chez SDN on a du talent, qu'on est sérieux surtout et encore une fois il y a du travail pour tout le monde, donc c'est pas une question de ouais tu me piques mon boulot ou pas, mais par contre voilà, on veut juste montrer qu'on est sérieux et compétent et avant tout, et ça c'est la chose la plus importante aussi, c'est qu'on est passionné et que dans tous les cas un passionné fera toujours on va dire il se donnera toujours à 100% en fait pour réussir ce qu'il a à faire. Voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est vraiment ma meilleure expérience que je vis. On va te poser la question aussi qu'on pose à tous nos invités. On est toujours en recherche de talent. Et est-ce que tu pourrais nous citer 1 ou 2 invités que tu verrais dans le Cybertalk et si possible le sujet qui va avec? Parce que des invités il y en a plein mais on cible un sujet. Alors quel sujet vous ciblez? Ce serait plus facile pour moi. Alors, on cible tous les sujets, c'est juste que... C'est ça. Voilà. Nous, quand on nous a recommandé Xno, tu vois, il y avait le forensics qui arrivait avec. Ouais. Alors, du coup, la question, moi, je me pose, c'est qui m'a recommandé dans le coup? On le dira pas. On dira pas. Oh, ça, c'est pas drôle. Et t'es obligé de te retaper tous les Cybertalk pour savoir qui c'est qui t'a demandé. Hein. Exactement. Parce que j'ai pas été jusqu'au bout, alors. En fait, ça dépend. Je peux proposer plusieurs personnes parce qu'il y a encore une fois, il y a plein de pépites. Hein, ne serait-ce que déjà mes collègues avec qui je travaille. Je sais qu'il y a quand même des personnes qui seraient capables de passer et de pouvoir proposer des choses incroyables. Après, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont passées, des personnes que j'apprécie énormément. Donc, clairement. Puis après, il y a aussi des personnes, je sais pas s'ils souhaitent passer aussi. Donc, c'est ça la question. Donc, est-ce que je le dis en live ou est-ce que je le dis en... Ouais. Non, c'est live. Là, c'est la question est là, ouais. C'est maintenant. En fait, je dirais que sur une partie moins technique, plus gouvernance, je penserai à mon collègue donc, qui lui fait que de la gouvernance, donc qui est aussi d'ailleurs un des cofondateurs, qui a plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine-là et qui, je pense, peut... voilà, il a une passion aussi folle que la mienne, donc très intéressante sur vraiment toute la partie gouvernance et même la partie technique qu'il maîtrise de plus en plus. Et puis après, sinon d'autres personnes à qui je peux penser, mon collègue aussi, hein, qui fait du pentest avec moi, qui pourra apporter beaucoup d'infos. La brute que vous voyez sous le pseudo de la brute. Après d'autres personnes, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont passés. Donc je sais pas trop, puis il y en a d'autres, je sais pas s'ils souhaitent passer. Donc, je pense que je vais juste vous en proposer 2, comme on demandait 2. Et c'est les 2 en qui j'ai confiance et qui pourraient partager du contenu assez intéressant. Très bien. Enfin, même très intéressant. Voilà, c'est le genre de personnes à qui, voilà. Encore une fois, ils font partie de
ils font partie de mes failles en fait. Hein. C'est vraiment les personnes avec qui je bosse bien et qui j'apprécie. Donc ouais. Bon, il reste. J'ai toujours mon numéro 1 qui garde sa place et qui est très loin devant. Mais en tout cas, non, c'est vraiment voilà, des personnes très compétentes et je pense qu'elles pourraient apporter beaucoup de choses à ce genre de talk. C'est vrai qu'un épisode gouvernance, ça pourrait être assez intéressant et pour la chaîne, ça serait un gros défi parce qu'on est plutôt orienté côté raid. Donc faire aimer la gouvernance, ça serait un sacré défi. Ouais, mais c'est intéressant. Je suis sûr qu'il y arriverait. Je suis sûr qu'il y arriverait parce qu'il a, en fait, au-delà de ça, il a juste une passion, mais inépuisable. Donc, je pense qu'il pourrait faire apprécier la gouvernance. Et encore une fois, la gouvernance fait partie du monde de la cyber. Donc, en faire tous les jours, c'est pas pour moi. Mais il faut savoir en faire un minimum. Et je pense que tout le monde devra avoir un petit peu de dose de gouvernance de temps en temps. C'est comme tout, en fait. Allez, on arrive à la dernière partie croustillante. Est-ce que tu pourrais partager 3 conseils maximum pour les nouvelles générations de la cyber qui regardent? Je t'en prie. Alors, 3 conseils. Déjà, le premier, encore une fois, hein, je vais être un peu direct, mais ne vous acharnez pas que sur le pentest. Ça, c'est le premier conseil. Le monde de la cyber est vaste et il y a beaucoup de choses à voir. Donc, en faire un peu, c'est bien, mais en faire de trop, je pense quand on débute, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis après, je dirais que le deuxième, c'est n'hésitez pas à ouvrir un livre en fait. De pas trop regarder ce qui peut traîner sur internet, parce qu'on a aussi pas mal de bêtises sur internet qui peuvent arriver. Donc des fois, ouvrir un livre, acheter directement, ça fait aussi le taf. Et puis on a un vrai livre papier, ça permet aussi de déconnecter, de lâcher un peu prise. Même si c'est lié à l'informatique, hein, mais lâcher un peu prise. Et puis le troisième, je dirais qu'effectivement, il faut rester passionné quoi qu'il arrive. C'était bien. Impeccable, c'était simple et concis, c'est applicable. Bravo. La passion reste la base. Donc je pense que si on est passionné, il n'y a pas de raison que ça marche pas.